Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Juste un point pour compléter ce qui vient d'être dit. Les questions écrites, c'est un petit peu sec. Ça fait un petit peu penser à l'Assemblée nationale, mais rassurez-vous, on s'arrêtera là dans la comparaison, surtout en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a une contrainte horaire. Cette contrainte horaire nous oblige à minimiser malheureusement le temps d'échange. Et je me suis aperçu que dans les conférences, je viens d'en donner à peu près une vingtaine, dans les conférences que j'ai données, les gens sont assez passionnés, non pas par ce que je dis, mais par le sujet lui-même. Je ne suis pas un être extraordinaire, ni pour avoir été franc-maçon, ni pour être catholique. Par contre, je pense que je suis un peu atypique dans le fait d'avoir été franc-maçon et d'avoir ensuite quitté la franc-maçonnerie pour revenir à la foi catholique. Donc c'est un chemin qui n'est pas courant. En tant qu'auteur, nous sommes deux, à ma connaissance, à avoir fait ce chemin, avec la différence que lui n'était pas baptisé. Au départ, c'est Maurice Caillé et moi-même. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de charmant. Et ses bouquins sont très intéressants aussi. Bien, cela étant dit, le sujet est difficile. Je vous disais, il intéresse pas mal les gens, mais il est difficile parce que il me semble encore empreint d'une certaine, comment dire, je ne dirais pas animosité, mais d'un certain contentieux. Vous savez tous et toutes que la franc-maçonnerie et l'Église n'ont pas fait bon ménage. C'est encore le cas, pour différentes raisons. Mon propos ne visera pas à montrer du doigt les francs-maçons, mais plutôt à vous parler d'abord de la franc-maçonnerie. Parce que j'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup plu dans un article du site Aletheia, que vous connaissez sans doute, dans un article rédigé par Elisabeth de Baudouin. La journaliste nous dit, à nous, chrétiens, particulièrement catholiques, mais pas seulement, puisque nous sommes une grande famille, qu'il convient de faire la différence entre l'erreur et celui qui la professe. Et je partage complètement ce point de vue. Tout d'abord, parce que je voudrais témoigner d'une chose. Si la franc-maçonnerie et l'Église ont été ennemis, si une certaine franc-maçonnerie, majoritaire en France, se considère encore comme l'ennemi de l'Église, ou plutôt considère l'Église comme l'ennemi à abattre, eh bien, ça n'est pas le cas de tous les francs-maçons. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pu... Vous savez, lorsqu'on aborde un sujet et qu'on essaye de le clarifier, eh bien on fait des catégories, on n'a pas le choix. C'est la démarche scientifique qui veut ça. Alors je n'ai pas de prétention en la matière, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologien, je suis architecte, donc je n'ai pas, je ne prétends pas à pouvoir vous donner un discours particulièrement scientifique. Ce que je vous apporte, c'est un témoignage, avant tout. Et donc, je suis malgré tout tenu de faire des catégories pour qu'on puisse savoir de quoi nous allons parler. Et donc, ces catégories sont des catégories de francs-maçons que j'ai pu ranger, étiqueter, et qui nous permettront de mieux comprendre, non pas ce qu'est la franc-maçonnerie, on va en parler, mais ce que peuvent être les francs-maçons. Alors, j'ai observé, on va prendre un pourcentage de 100%, une première catégorie que je vais rapidement mettre de côté parce qu'elle n'a aucun intérêt, sauf pour les personnes qui la composent. Cette première catégorie est celle des affairistes. Je ne l'invente pas, je ne veux pas dire du mal de qui que ce soit, mais la presse s'est faite largement écho de cette catégorie, notamment sur la région de Nice,
Dans les années 90, le procureur de Montgolfier a eu quelques difficultés avec notamment une franc-maçonnerie bien inscrite dans la magistrature et dans la police, dans les affaires en général. Donc ça existe, c'est une réalité. Ces gens-là sont malgré tout, heureusement pour l'humanité, minoritaires. Et ça, il faut le savoir. La franc-maçonnerie n'est pas constituée d'une majorité d'intrigants. Bien entendu, la franc-maçonnerie nous pose certains problèmes. Mais les francs-maçons ne sont pas tous des intrigants. Vous voyez, il y a une nuance à faire. La deuxième catégorie, qui est une catégorie largement représentée, et c'est celle-là qui va nous poser problème, c'est une catégorie de personnes qui se croient, ou veulent se croire plutôt, les héritiers directs de certains révolutionnaires de 1789, les héritiers de Robespierre. Ce sont des francs-maçons engagés qui ont pour souhait qu'une révolution constante s'installe. Alors je mesure mon terme, dans le terme de révolution, il ne s'agit pas de dire que ces gens-là s'habillent en Che Guevara, mais c'est une révolution des mœurs, des idées. On en voit des exemples avec le mariage pour tous, on en voit des exemples également avec la GPA, avec l'euthanasie bientôt peut-être, j'espère que non, mais je pense qu'on aura à discuter de ça. Ces thèmes-là sont majoritairement bien reçus, voire prônés et développés par la franc-maçonnerie elle-même. Donc cette catégorie, très importante quand même, est une catégorie qu'il ne faut pas négliger et qui va nous poser problème. Une troisième catégorie de francs-maçons sont des gens qui se sont éloignés de la foi, quelle que soit au départ leur appartenance religieuse. J'ai connu des francs-maçons de confession juive, de religion juive plutôt, des francs-maçons de religion catholique, protestante. Je n'ai jamais rencontré, si un peut-être, et donc c'est très très anecdotique, particulièrement anecdotique, de francs-maçons musulmans. Parce que je crois démontrer dans mon ouvrage, que la franc-maçonnerie est incompatible avec la religion catholique. Je pense, pour en avoir discuté avec une ou deux personnes qui sont musulmanes, qu'elle est encore plus incompatible avec la religion musulmane. Et ces francs-maçons sont éloignés de la foi et croient pouvoir trouver des réponses aux questions existentielles que chacun d'entre nous se pose, croyant ou non croyant. Parce que je dis souvent, finalement, j'aime beaucoup parler avec des gens qui sont athées. Il se trouve que je fais partie, à titre bénévole, d'une aumônerie catholique, et donc je visite les personnes qui sont en fin de vie, je suis affecté aux soins palliatifs, et je rencontre des gens de toute confession, voire des gens qui sont purement matérialistes et athées. Et ce sont des gens avec qui j'aime bien parler, parce que la première chose que je leur explique, je ne fais pas de prosélytisme, mais je leur dis, vous savez, vous me dites, je n'ai pas la foi, je ne crois pas. Je ne crois pas, pour moi, d'un point de vue philosophique, ça veut dire je crois qu'il n'y a pas, donc je crois. Vous ne m'apportez pas la démonstration scientifique, mathématique, rationnelle de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Donc on est sur le même, finalement, canevas. On peut parler, je leur explique qu'on peut parler entre quelqu'un qui a la foi, qui pense l'avoir, et je crois que je l'ai. Autrement, je n'aurais pas fait ce chemin d'abord spirituel, et encore moins matériel et physique pour venir vous voir ici. Et ces personnes qui se posent la question existentielle de savoir même pas ce que nous faisons sur Terre, mais pourquoi avons-nous conscience d'être vivants sur Terre, nous, dans notre individualité, avec notre histoire, notre prénom. Eh bien, ces gens-là recherchent dans la franc-maçonnerie quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs, pour différentes raisons. Donc, je tenais quand même à faire la différence entre les francs-maçons et la franc-maçonnerie. Il y a des gens détestables en franc-maçonnerie, mais il y a des gens très bien. Et j'ai encore quelques rapports avec des francs-maçons. Bien sûr, la plupart m'ont tourné le dos. Mais quelques-uns sont encore restés vis-à-vis de moi des êtres humains, ou du moins pensent que je le suis encore. Et donc ils continuent à me parler. Ils sont très, très peu nombreux, mais ça arrive.
Pour autant, la franc-maçonnerie ne me semble pas, et je ne suis pas le seul à le dire, si j'étais seul, eh bien je crierais dans le désert pour aplanir les chemins. Pourquoi pas? Après tout, hein, ça s'est déjà vu. Mais je n'ai pas cette prétention. De nombreux évêques, Monseigneur Brincard, décédé il y a peu de temps, Monseigneur Rey, le magistère de l'Église également, ont le même point de vue. À savoir, on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Alors je préciserai, on ne peut pas être franc-maçon lorsqu'on est engagé sincèrement. Et en même temps, on ne peut pas être catholique lorsqu'on est authentiquement pris par une foi catholique. Les deux chemins sont antinomiques. Donc ça, c'est le point de vue de l'Église. Il y a également d'autres personnes qui ont écrit, on verra tout à l'heure, hein, sur ce point, y compris des francs-maçons eux-mêmes, qui estiment que ça n'est pas compatible. Alors, avant de rentrer dans le sujet de l'incompatibilité, je voudrais quand même, parce que je suppose qu'il y a peut-être des francs-maçons dans la salle, eh bien s'il y en a de toute façon, ou des francs-maçons, parce qu'il y a des femmes qui sont francs-maçonnes, moi j'étais dans une obédience mixte, il y a des obédiences typiquement féminines également, eh bien ces personnes sont les bienvenues. Elles connaissent la franc-maçonnerie, donc je ne leur apprendrai rien sur les problèmes de rituels ou autres. Par contre, il y a des personnes ici, j'imagine, qui ne connaissent pas. Donc, je vais rapidement faire un tour d'horizon de ce qu'est la franc-maçonnerie pour qu'on puisse savoir de quoi on parle exactement. Alors, tout d'abord, je vous parlerai des obédiences. Parce qu'il y a différentes obédiences, comme il y a différents rituels. Nous avons aussi des différences parmi les chrétiens. Donc il est logique que les êtres humains aient des conceptions, des approches un petit peu différentes de la question de la spiritualité, de Dieu, etc. Alors, je voudrais tout d'abord faire une différence entre ce qu'on appelle la Grande Loge nationale de France, GLNF, et les autres obédiences. Pourquoi? Parce que la GLNF est la seule obédience reconnue par la franc-maçonnerie anglo-saxonne, qui est la franc-maçonnerie originelle, et la franc-maçonnerie française ne reconnaît pas la GLNF, et la GLNF ne reconnaît pas la franc-maçonnerie française. Pour vous donner un témoignage, lorsque j'étais sur Nice, enfin plus précisément sur Antibes, je suis fonctionnaire, donc j'ai pas mal bougé dans ma carrière, et j'ai eu des rapports amicaux avec un frère qui se trouve être le grand maître de la Grande Loge nationale de France, François Stéphanie, de profession avocat. Et donc, cet homme-là, je ne sais pas s'il l'est toujours maintenant, mais en fait, il a été pendant quelques années. J'ai sympathisé avec lui pour des raisons professionnelles. Et nous savions que nous étions francs-maçons, mais nous ne reconnaissions pas véritablement notre appartenance, c'est-à-dire que bien, je n'allais pas visiter les temples de la GLNF, ils ne venaient pas visiter le temple du DH. C'est comme ça, c'est normal. Il y a une exclusion. Alors on verra ça lorsqu'on parlera d'excommunication. Donc la GLNF est un cas à part pour cette première raison. Elle est également un cas un peu à part parce que je vous précise que je connais mal cette obédience, mais j'en parle à travers les témoignages que je peux en avoir et les écrits que j'ai pu, les lectures que j'ai pu en faire. C'est une obédience dont beaucoup de loges se disent déistes, voire christiques. Donc cette première catégorie, ça n'est pas celle dont je vais parler précisément ce soir, bien qu'on puisse la raccrocher sous le vocable de franc-maçonnerie. Vous avez ensuite le Grand Orient de France, le GODF, qui est l'obédience la plus importante puisqu'elle fait, je crois, 47 ou 48 000 membres en France. C'est une obédience qui est majoritairement matérialiste et athée, qui travaille souvent au rite écossais rectifié. Donc on verra rapidement les rites parce que ça a un peu d'intérêt finalement dans le débat qui nous occupe. Ça peut être intéressant pour savoir parler de symbolisme ou parler d'approche spirituelle. Mais pour le débat de la compatibilité, à mon sens, c'est très anecdotique. Vous avez ensuite le droit humain,
qui est une obédience mixte. C'est l'obédience à laquelle j'ai appartenu. Il y a des relations assez étroites entre le Grand Orient et le droit humain, c'est-à-dire que un franc-maçon du Grand Orient peut visiter une loge de droit humain et inversement. On peut même avoir une double appartenance. Moi, j'ai connu pas mal de frères qui étaient à la fois officiers dans la loge de droit humain où j'étais, dans l'atelier où j'étais, et puis en même temps officiers dans une loge du Grand Orient. Vous avez également la GLFF, la Grande Loge Féminine de France, qui est une obédience purement féminine, c'est-à-dire que les hommes n'y sont pas initiés. Ils sont reçus en tant que visiteurs, dans des conditions assez particulières. Ils ne peuvent pas participer à tout. Par exemple, lorsqu'il y a un vote spécifique pour savoir si telle ou telle personne va pouvoir passer maître ou passer compagnon, ou lorsqu'il y a un vote d'atelier, eh bien, on fait sortir les visiteurs. Ça c'est une pratique qui se fait à peu près partout, mais en particulier les hommes à la GLFF. Vous avez ensuite la GLTSO, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, qui est une loge qui se dit christique. Et bon, j'y ai quelques amis. J'ai visité cette loge. Alors elle ne reçoit jamais les femmes. Elle est purement masculine et elle ne reçoit les femmes, c'est-à-dire les sœurs, que je crois 1 ou 2 fois par an, lors d'une cérémonie particulière de fin d'année et de solstice. Mais en dehors de ça, les femmes ne sont pas reçues à la GLTSO. Elles ne sont pas reçues d'abord en tant qu'initiées, on n'initie pas les femmes à GLTSO, et on ne les reçoit pas non plus en tant que visiteuses. Et vous avez la Grande Loge de France. Voilà. Alors, pour schématiser, alors je dis bien pour schématiser, c'est-à-dire que ça n'est qu'une caricature, mais qu'elle est assez réaliste. Si on prend une approche politique, c'est-à-dire de l'appartenance politique, de la sensibilité politique, on va mettre la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, plutôt dans le courant dit de droite. On va mettre la Grande Loge de France dans ce courant également. On va mettre la GLTSO également. Et puis après, pour ce qui est de la sensibilité de gauche, on va mettre le Grand Orient, le droit humain, bien que ce soit un peu plus nuancé, et également la GLFF, là aussi un peu plus nuancé. Le Grand Orient est relativement situé à gauche. Voilà pour les obédiences. Sur les rites, je vais aller très rapidement parce que ça a peu d'intérêt, je vous dis, mais il faut quand même qu'on fasse un point de vue parce que ça a quand même un rapport indirect avec la relation entre l'Église et la franc-maçonnerie. Alors il y a ce qu'on appelle le REAA, le rite écossais ancien accepté, qui est un rite qui s'inspire de diverses traditions hermétiques, notamment égyptiennes, grecques, islamiques, hébraïques, chrétiennes également. Parce que vous avez dans le REAA, vous avez des références à la Bible. Lorsque j'ai été initié, par exemple, bien j'ai entendu une phrase qui m'a troublé. À l'époque, j'étais loin de la foi. Mais quand même, le sacrement du baptême était quand même à l'œuvre, puis j'avais quelques souvenirs, et j'ai entendu « frappe et l'on t'ouvrira ». D'où viens-tu? Réponse, de la loge de Saint-Jean. Voilà. Donc il y a des références bibliques, on y reviendra. Mais ce ne sont pas les seuls, et les références du rite écossais ancien accepté sont, je vais oser le mot, des références un petit peu polymorphes sur le plan de l'hermétique. Nous avons le rite écossais rectifié, qui a une tendance plutôt gnostique. Vous avez le rite français, pardon, tout à l'heure j'ai dit, je me suis trompé, j'ai dit le RER, mais en fait le Grand Orient travaille souvent au rite français. Le rite français est un rite qui est beaucoup plus laïque, si je peux utiliser ce terme. C'est un terme que je n'aime pas utiliser parce qu'aujourd'hui, il ne signifie pas la même chose pour tout le monde, mais disons qu'il est moins religieux. Voilà.
Voilà rapidement pour les principaux rituels. Alors je disais tout à l'heure que l'on parle d'obédience ou que l'on parle de rite, eh bien, il y a quand même un fossé entre ce qui peut constituer la liturgie, la foi catholique et en même temps l'engagement en franc-maçonnerie, parce que essentiellement la franc-maçonnerie se réfère à l'homme comme point de départ et comme point d'arrivée de tout. C'est-à-dire que la vérité est cherchée par l'homme, trouvée par l'homme, provient même de l'intérieur de l'homme. Alors que dans la religion catholique, la vérité nous est révélée par Dieu. Je me souviens par exemple que dans le rituel d'augmentation de salaire, alors c'est le passage d'un grade à l'autre, lorsqu'on est apprenti et que l'on passe compagnon, eh bien, on vous dit, cette lumière ne vient pas vers vous, c'est vous qui marchez vers elle. Ça traduit bien la pensée de la franc-maçonnerie qui estime que la lumière est quelque chose vers quoi l'homme doit aller, alors que le chrétien, généralement, a tendance à penser, et à mon avis à juste titre, que la lumière lui est donnée. Elle lui est apportée, elle lui est révélée en tant que vérité. Je citerai, pour illustrer mon propos, deux phrases que vous retrouverez sur le site internet officiel du droit humain, de la Fédération nationale du droit humain en France, qui s'appuie sur une phrase de Diderot, ainsi que le rappelait Denis Diderot, l'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Et moi j'y opposerai une parole de saint François d'Assise, en tout cas, non pas une parole de saint François d'Assise, mais une manière de penser de saint François d'Assise, analysée par Michel Hugo dans un ouvrage qui s'appelle Accueillir la parole de Dieu avec saint François d'Assise, aux éditions franciscaines. Pour saint François d'Assise, tout vient de Dieu, tout doit retourner à Dieu, y compris sa parole. Je prendrai un second exemple. Nous savons que en franc-maçonnerie, l'initiation, le chemin initiatique est donné au postulant, au candidat qui devient franc-maçon. C'est l'homme qui donne l'initiation. Si on prend le rituel d'élévation à la maîtrise, qui est le grade qui permet d'accéder au poste d'officier en loge bleue, c'est-à-dire dans les loges de premier degré, je vais vous expliquer juste après parce que j'ai omis de le faire, parce que tous les rituels ne sont pas similaires sur ce point. Eh bien, le vénérable maître, après que le candidat ait passé diverses épreuves qui vont le conduire à la situation de maître, lui dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, comme très respectable maître, alors c'est le titre que le vénérable maître prend au 3e degré, au grade de maître, donc qui m'ont été conférés comme très respectable maître de la respectable loge, etc., portant le titre distinctif, etc., je vous confère le 3e degré du rite écossais ancien et accepté. Il va poursuivre en disant, je vous constitue maître franc-maçon, c'est-à-dire qu'il pose la lame de son épée flamboyante, c'est-à-dire avec des ondulations sur la tête du récipiendaire, il dit, je vous constitue maître maçon, et je vous reçois dans la chambre du milieu, qui est l'endroit symbolique des maîtres. Et ensuite, il lui remet le cordon de maître. Donc, on voit bien que c'est par un homme que l'initiation est donnée, même si certains francs-maçons estiment qu'il y a une tradition initiatique transmise qui va au-delà de l'être humain. On verra ce qu'il y a derrière. On n'est pas dans l'essence divine, me semble-t-il. Malgré tout, j'ajouterai. Eh bien,
j'ai osé le parallèle entre le prêtre et le maître, parce que finalement, on n'est pas loin, le maître étant celui qui peut accéder à des postes d'officier, qui dirige la loge, qui a une certaine connaissance initiatique, qui va instruire les apprentis, les compagnons, etc., qui va s'instruire lui-même. Et il me semble qu'on peut faire ce parallèle. Non pas qu'on puisse dire que le prêtre est plus ou moins initié que le maître, hein, ça n'a rien à voir, mais sur un plan, je dirais, de la hiérarchie du chemin. Pour l'un, initiatique, pour l'autre, spirituel. Eh bien, l'ordination d'un prêtre, j'ai pris le rituel, l'évêque dit « Père Tout-Puissant, nous vous en prions, donnez à vos serviteurs ici présents la dignité de la prêtrise. Renouvelez en leur cœur l'esprit de sainteté, afin qu'ils possèdent reçu de vous, ô Dieu, cette charge de second rang, etc. » Donc là, l'évêque n'est que l'instrument visible d'une force invisible, force divine. On n'est pas dans le même registre. Bien. Alors, on a beaucoup parlé de l'origine, des origines plutôt, de la franc-maçonnerie. Les diverses obédiences pendant un certain temps, les personnes qui ne connaissaient pas forcément la franc-maçonnerie ont pensé, et certains francs-maçons le disent également, que la franc-maçonnerie aurait des origines dans les mystères égyptiens, dans les constructeurs de cathédrales. Or c'est faux. C'est faux, la plupart des auteurs sérieux, je parle des historiens de la franc-maçonnerie, je prends par exemple Roger Dachès, qui est un historien de référence, et d'autres également, démontrent que la franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses symboles, avec ses rituels, est née au XVIIIe siècle. Autrement dit, il n'y a pas de filiation directe entre les constructeurs de pyramides, les prêtres égyptiens, les initiés des temps antiques, les bâtisseurs de cathédrales, en passant par les Templiers également, et la franc-maçonnerie. Pour les Templiers, par exemple, dans les hauts grades, on fait référence aux Templiers, à la chevalerie, mais c'est un certain de Ramsay qui a écrit ce rituel, et c'est au XVIIIe. En tout cas, ça n'est pas une filiation directe. Alors, très rapidement, parce que je n'ai pas à vous assommer de chiffres, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est juste pour dire que la franc-maçonnerie est récente quand même. Elle n'est pas, en tout cas, cette longue lignée d'initiés, bien qu'elle se réfère à une connaissance primordiale. Alors, elle prend, d'après les différents ouvrages que j'ai pu consulter, elle prend naissance en 1717 à Londres, et donc on voit bien qu'elle a une origine purement anglo-saxonne. Elle arrive en France, alors il y a différents auteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord, enfin là j'ai retrouvé des auteurs qui sont à peu près d'accord pour dire que vers 1721, une première loge française nommée Amitié et Fraternité, alors je le cite, c'est Paul Nodon, Histoire générale de la franc-maçonnerie aux éditions Presse universitaire de France. Voilà. La Grande Loge de France a été fondée le 24 juin 1738. L'Église ne tarde pas à réagir. Donc le 24 juin 1738, la Grande Loge de France est fondée. Quelque temps avant, on voit une loge s'installer en 1721, mais le 28 avril 1738, alors qu'il n'y a que 300 ou 400 francs-maçons, eh bien le pape Clément XII fait publier une bulle, la première bulle papale qui va procéder à l'excommunication. La Grande Loge de France dont je viens de vous parler n'est pas à confondre avec celle que j'ai nommée tout à l'heure. Cette Grande Loge de France, initialement, va donner le Grand Orient de France en 1773. S'agissant du droit humain, Maria de Rem, avec d'autres personnes, notamment Georges Martin, notamment Annie Besant, notamment, j'ai oublié son nom, excusez-moi, il y a quelques personnes qui vont créer une loge mixte, la première loge mixte au monde, en l'espèce de droit humain, qui comporte à peu près 17 000 membres en France et à peu près 30 000 dans le monde. Puisque c'est la seule loge
qui se dit internationale. Les autres, par exemple, la GLNF est une loge de francs-maçons qui est internationale, mais sans le dire, puisqu'elle est la franc-maçonnerie de référence. Enfin, en tout cas, elle le dit. Je ne suis pas là pour juger, mais elle le dit. Alors, on vous a dit tout à l'heure que je viens de Narbonne, et effectivement, c'est une terre, d'abord c'est une terre qui est cathare, donc vous voyez qu'on a quelques soucis par rapport, ne serait-ce que sur les problèmes de religion, mais il faut savoir quand même que la franc-maçonnerie est inégalement représentée, et elle l'est peut-être un peu trop à mon goût sur la région de l'Aude. C'est une terre de la Troisième République. Il y a aussi un lien, puisque la franc-maçonnerie qui est essentiellement représentée sur l'Aude, et notamment sur la région de Narbonne, eh bien c'est la franc-maçonnerie du Grand Orient et du droit humain. Donc lorsque je vous disais qu'il y a un lien politique également, ce lien n'est pas à exclure. Il y a, je le démontre avec des éléments probants dans mon livre, 7 fois plus de francs-maçons dans la région narbonnaise que dans la moyenne des régions de même importance en France. La moyenne nationale en France est de 2,5 francs-maçons pour 1000 habitants, et à Narbonne, elle est de 17 francs-maçons. Alors, juste un mot, tout à l'heure j'ai utilisé le terme de loge bleue et d'atelier supérieur. Alors, selon les rituels, alors je vous parlerai du rituel, enfin du rite écossais ancien et accepté, il y a ce qu'on appelle les loges bleues, qui sont les grades d'apprentis, de compagnons et de maîtres, c'est-à-dire respectivement premier, second et troisième degré. C'est la franc-maçonnerie que nous connaissons, que nous voyons. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des ateliers de perfection, avec ce qu'on appelle les hauts grades. Et ces hauts grades commencent au 4e degré pour finir au 33e degré. Les 31e, 32e et 33e degrés étant des degrés purement administratifs, d'organisation, de gestion de l'obédience, mais qui n'ont rien de symbolique ou d'ésotérique. Alors, n'allons pas imaginer qu'on passe sa vie à passer du 4e au 5e, au 6e, au 7e degré. Il y a des groupes de degrés. Par exemple, on passe du 4e au 12e degré. Et du 12e au 14e. Donc, il y a des ponts qui permettent de passer par-dessus les degrés. C'est comme ça. Bon. C'est du symbolisme. Je vous ai fait un croquis que je vais vous commenter. Bien entendu, pour les personnes qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, ça permettra de comprendre quelles sont déjà les différences formelles entre la liturgie, notamment catholique, parce que je ne connais pas très bien les liturgies des autres confessions, et une tenue maçonnique. Parce que souvent, je me suis aperçu que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans une loge, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait exactement. Pour le dire très succinctement, dans une loge maçonnique, on fait deux choses. On débat, et en même temps, par ailleurs, je dirais, on exerce un rituel. Alors, il y a d'un côté des discussions qui portent sur des sujets sociaux, symboliques, des échanges. Et c'est là que se fait une partie de la recherche de la vérité, du point de vue juste. On verra que c'est un point de vue qui est juste, mais il est tellement relatif que je me pose des questions sur la justesse de ce point de vue. Et ensuite, il y a des rituels. Et ces rituels sont une formalisation de certaines choses qui permet de mettre en œuvre ce que j'appellerais personnellement une sorte de pensée magique. Alors, voilà le plan succinct, le croquis du plan d'une loge, avec son entrée. Au fond, alors généralement c'est un rectangle, alors on parle souvent, mais c'est symbolique, du carré long. En fait, c'est relatif au nombre d'or. Le carré long a deux parties. Et avec ces deux carrés, on fait un rectangle. Tout à fait au fond de l'atelier, vous allez avoir des éléments symboliques, la lune, le soleil, le delta radieux qui symbolise une puissance divine. Alors c'est très particulier parce que si un franc-maçon est croyant, mais peu importe sa religion, s'il est croyant, s'il croit à quelque chose, il croit simplement qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, eh bien, il va dire que le delta radieux est le symbole de cette puissance. Vous voyez la distance qu'il y a entre la conception
de Dieu selon un franc-maçon et la conception de Dieu selon un catholique ou un chrétien. À mon sens, ça ne peut pas être le même Dieu. Mon Dieu n'est pas un delta lumineux. Il est une lumière, il est une vérité révélée, et d'ailleurs, il est mort sur la croix. C'est un Dieu personnel. Ça n'est pas un Dieu, fictif, virtuel. Ça n'est pas une puissance que je n'arrive pas à identifier. Si je reprends les passages de l'évangile de Jean, de mémoire, nul n'a jamais vu Dieu, je n'ai pas la prétention de l'avoir vu, personne n'a la prétention de l'avoir vu, sauf le Fils, et il se trouve que c'est le Fils qui conduit au Père. Donc, un catholique n'a peut-être pas vu Dieu, mais il sait que le Christ est Dieu incarné, et que le chemin vers Dieu passe par le Christ. Dans le delta radieux, rien de tel. C'est une lumière, c'est la raison. Alors, c'est-à-dire qu'un matérialiste va dire, oui, mais pour moi, l'infini de Dieu, c'est la raison humaine, au sens noble du terme. Pas forcément le rationalisme, mais c'est la pensée rationnelle. La lune, le soleil, parce que finalement, il y a une espèce de cosmogonie dans la franc-maçonnerie. Nous allons avoir ici l'étoile flamboyante, qui est une étoile qui est un pentagramme, qui est utilisée uniquement au second degré. C'est le signe du compagnon. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle l'Orient, l'officier qu'on appelle l'orateur. Alors cette distribution est propre au REAA et au droit humain. Au Grand Orient, c'est un petit peu différent, mais c'est inversé. Simplement, les officiers sont pratiquement les mêmes. C'est inversé. Le premier surveillant se trouve de l'autre côté, etc. Donc on a l'orateur, c'est celui qui est gardien de la loi maçonnique, j'entends, des règlements maçonniques. Le secrétaire qui prend les notes et puis qui ensuite retranscrit ces notes pour qu'il ait la mémoire de la loge, en quelque sorte, la mémoire écrite. Le vénérable maître qui, lui, préside la loge, en quelque sorte, c'est le prêtre qui préside la messe, si on veut faire un parallèle. Nous avons ici l'autel des serments sur lequel sont posés un livre. Alors c'est un livre sacré. Dans certaines obédiences, c'est la Bible. On m'a dit qu'il pouvait s'agir du Coran, mais on n'a fait que me le dire. Je ne suis pas certain. Dans la plupart des obédiences, c'est la Bible. Dans les obédiences qui sont matérialistes, comme le droit humain ou le Grand Orient, il y a les constitutions internationales du droit humain, ou les constitutions d'Anderson, et il y a un symbole très important en franc-maçonnerie, l'équerre et le compas. Alors, je vais m'appesantir sur ces points-là pour vous permettre de bien comprendre ce qu'est le symbolisme maçonnique et ce que ça peut représenter dans le travail initiatique. Alors, l'équerre, pourquoi? L'équerre, bien, vous avez tous été enfants, moi aussi, et on ne peut pas passer d'angle droit quand on a 4 ans si on n'a pas une équerre. Donc on a besoin d'un outil qui soit rigide, contraignant, pour nous permettre de tracer des angles droits, puisque le but du jeu c'est d'avoir la rectitude. L'apprenti va se référer systématiquement à l'équerre. Et lorsque les travaux maçonniques sont ouverts au premier degré, c'est-à-dire au grade d'apprenti, l'équerre est posée sur le compas. C'est l'équerre qui domine. Donc il y a, quand je parlais tout à l'heure d'une tendance à la pensée magique, quelque chose qui nous laisse penser que l'objet emporte quelque chose. Il signifie quelque chose. C'est ça le symbolisme maçonnique. Au grade de compagnon, le compagnon est déjà un peu plus avancé dans l'initiation. Il a 1 an de pratique en tant qu'apprenti. Il est passé compagnon, où il vient de passer. Eh bien, le compas et l'équerre sont entrelacés parce que, en tant qu'architecte, et je pense que chez vous, il y a des gens qui connaissent un peu la géométrie, on peut dessiner des angles droits, des droites qui soient séquentes en formant un angle droit avec un simple compas. Je n'ai pas besoin d'équerre. Mais le compagnon est encore insuffisamment initié. Et donc, comme il n'est pas suffisamment avancé dans l'initiation, il se sert de l'équerre pour vérifier que ses angles sont bien droits. Et au grade de maître, c'est le compas qui va se poser sur l'équerre. Et alors c'est important parce que pour nous, enfin en tout cas je pense pour la plupart d'entre nous,
ce n'est pas très important finalement qu'on pose un compagne, équerre, etc. Mais pour le franc-maçon, c'est déterminant. C'est-à-dire que si, en tant qu'apprenti, ou en tant que compagnon, ou en tant que maître, lorsque vous posez ces éléments, vous vous trompez, on vous en fait la remarque. Parce que, tout simplement, je pense pouvoir dire, si je veux faire une comparaison entre la liturgie et la pratique du rituel maçonnique, dans la liturgie, si le prêtre fait une erreur, ça n'empêche pas l'Esprit Saint d'être présent. Le prêtre est finalement l'expression visible de la divinité invisible. Pour la franc-maçonnerie, eh bien, la forme met en œuvre, à supposer qu'il y ait une transcendance, moi je le nie, mais il y a des francs-maçons qui le pensent, donc laissons-les le penser. À supposer qu'il y ait une transcendance en franc-maçonnerie, eh bien c'est la forme qui va créer l'essence. Voilà. Vous allez avoir ici deux officiers, l'hospitalier qui va s'occuper de charité pour les francs-maçons qui seraient en difficulté, le trésorier qui gère, comme son nom l'indique, les finances de la loge, le grand expert ici qui est assis systématiquement, là ce sont des bancs, je les ai fait très schématiquement, le grand expert qui est assis ici, et qui, lui, a la charge de la symbolique, de la garde de la symbolique. Le maître des cérémonies, lui, s'occupe essentiellement des déplacements, parce qu'en loge, on ne peut pas bouger. Une loge maçonnique, c'est un endroit un peu comme celui-ci. Vous êtes tous assis, je serai le vénérable maître, et vous ne pouvez pas bouger pendant la durée des travaux, sauf si vous avez par exemple un exposé à faire, auquel cas j'enverrai un maître des cérémonies vous chercher, qui vous guidera dans vos déplacements. Donc c'est un petit peu formel, si ce n'est formaliste. Les apprentis sont systématiquement assis sur ce qu'on appelle une colonne, c'est une rangée de fauteuils, à côté du grand expert, et ils font face au second surveillant qui est assis ici, et qui, lui, a la direction des apprentis, et qui a la charge de leur initiation, de leur travail initiatique. Vous avez ici les compagnons qui sont assis sur ces fauteuils, et qui sont en vis-à-vis avec le premier surveillant, qui en a la responsabilité. Vous avez deux colonnes notées d'une lettre B, une lettre J, B-O-A-Z, Boaz, qui serait un principe féminin. Or, dans la Bible, je n'ai pas trouvé ce principe féminin sous ce nom-là. Au contraire, Boaz est un homme, dans l'Ancien Testament. Jacquin, qui serait un principe actif masculin. Donc, on a déjà deux principes qui sont à l'œuvre dans la pensée maçonnique, un principe actif, un principe passif. Ici, vous avez le tableau de loge qui est différent à chaque degré, mais qui symbolise le degré auquel on travaille. Les symboles sont différents selon qu'on travaille au premier, second, troisième degré. Et là, vous avez une sorte de damier qu'on appelle le pavé mosaïque. Le pavé mosaïque, constitué de carreaux noirs et blancs, symbolise la dualité du monde. Et c'est à cela que je veux en venir. La pensée maçonnique considère que le monde, pour autant qu'il y ait une spiritualité dans ce monde, est constitué de deux forces antagonistes, bonnes, mauvaises, le bien et le mal, le masculin et le féminin, la lumière et les ténèbres, et que la vérité se trouve entre les deux. Mais le monde spirituel, pour autant qu'on puisse parler de spiritualité maçonnique, est constitué de deux valeurs qui sont strictement identiques. Et ça, moi, ça me pose un problème en tant que catholique. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à un vieux débat de la théologie. C'est le débat des gnostiques. Que dit la gnose ? La gnose se pose la question de savoir si Dieu n'a pas créé le mal. Dieu Tout-Puissant ne peut pas avoir créé le mal pour le gnostique. En tout cas, il y a certains courants qui ont considéré, et qui considèrent toujours d'ailleurs, que bien et mal sont de puissances équivalentes. Or, nous, chrétiens, nous n'avons pas ce point de vue. Pour nous, Dieu Tout-Puissant a créé Satan, mais il ne l'a pas créé en tant que tel. Il l'a créé en tant qu'ange, et c'est Satan qui, utilisant mal la liberté donnée par Dieu, qui, se révoltant,
voulant devenir l'égal de Dieu, a inventé le mal. Ça, c'est la théologie. C'est pas moi qui l'invente. Vous voyez bien, à travers cet exemple, qu'on ne peut pas considérer à la fois que bien et mal sont de valeurs équivalentes, de forces équivalentes, en étant franc-maçon, par exemple, et ensuite, en étant catholique, considérer que Dieu est source d'amour infini, absolu, total, et qu'en même temps, pour un catholique, le mal est inférieur au bien, fatalement. Donc on a déjà un premier souci avec ce point de vue. Alors, j'en viens à une question, je me suis posé cette question parce que lors d'une de mes conférences, je suis tombé sur une revue qui s'appelle le Figaro Magazine et je crois que c'était en octobre dernier, une de ces éditions disait « Comment devient-on franc-maçon ?» Alors je vais vous apporter mon témoignage personnel, maintenant je vais essayer d'aller un peu plus au fond. Sur mon témoignage personnel, c'est très simple, en fait, la franc-maçonnerie recrute. Nous ne faisons pas de prosélytisme, nous annonçons l'évangile. Mais la franc-maçonnerie recrute. Ce sont deux approches différentes. Elle recrute généralement dans le rang des 30 à 45-50 ans, plutôt dans les milieux, les catégories de classe moyenne, on va appeler ça comme ça, les gens qui ont un minimum degré d'instruction. Et je dis ça pour expliquer que j'ai vécu 25 ans de franc-maçonnerie, j'ai rencontré très peu d'ouvriers, plombiers. Si j'ai rencontré un chauffeur de taxi, ça existe, hein, mais c'est vraiment pas la majorité. Donc voilà le mode de recrutement. Là aussi, différence avec les plus petits de l'évangile. On devient franc-maçon, je le disais tout à l'heure en préalable, parce que finalement chacun d'entre nous cherche le bonheur, d'une certaine manière. Même nous, chrétiens, qui cherchons avant tout le salut, c'est une forme de bonheur le salut finalement. Parce que moi, je n'échangerai pas un salut éternel avec un bonheur terrestre. Pas question, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai une autre vision de la vie, j'ai une autre vision de ce que je suis censé faire sur Terre, pour m'intéresser simplement à ma petite vie terrestre. La franc-maçonnerie, au contraire, ne prend pas la recherche du salut. Quelle que soit l'obédience d'ailleurs, elle va proposer, peut-être a-t-elle des raisons de le faire, c'est un autre débat, mais elle va proposer la réalisation du maximum de bonheur qu'il est possible d'atteindre pour chaque individu sur Terre dans une humanité fraternellement organisée. Je vous cite à peu près de mémoire les règlements généraux et les statuts du droit humain. Mais pour les autres obédiences, on est à peu près sur le même thème. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humanisme chez les chrétiens, bien au contraire. Mais il semble que le terme ait été confisqué. Alors, il y a ce bonheur, cette démarche initiatique c'est le secret finalement de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que c'est que le secret finalement? Alors le secret il est de plusieurs natures, hein. Je vais rapidement le balayer parce que c'est vrai que le thème est très dense, donc je vais être obligé d'aller assez vite sur tous les points. Il faut que j'arrête à 21h30. Le secret, eh bien premièrement, c'est le secret de ce que j'ai dans mon cœur, que je ne peux pas transmettre, et que j'ai connu par l'initiation. C'est là où je rejoins la gnose, lorsque je suis en franc-maçonnerie. La gnose n'est pas autre chose que la connaissance immédiate, directe, du divin, à partir de l'intérieur de mon cœur. Vous voyez que déjà on a une distance avec le cheminement du chrétien. Deuxième caractéristique du secret maçonnique, bien, il y a le secret de l'appartenance. C'est-à-dire que lorsque je suis franc-maçon, je suis censé ne pas le dire, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit. C'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que si je dis que je suis franc-maçon et que dans la rue je fréquente d'autres francs-maçons, on va supposer que les autres le sont, parce que je peux vous dire qu'on finit par ne fréquenter que les francs-maçons à un moment donné.
Un peu comme ça, facile. On se retrouve 2 fois par mois dans le même atelier, on fréquente d'autres ateliers qu'on visite, on fait des sympathies, c'est clair. Parfois des antipathies aussi, mais on a quand même des accointances avec certains, et puis on se retrouve assez souvent qu'avec des francs-maçons. Et ça devient même gênant d'ailleurs, parce que je me souviens à un de mes anniversaires avoir voulu inviter des amis, et puis à un moment donné, l'un d'entre eux n'était pas franc-maçon. Alors c'était gênant, parce que je suis obligé de prévenir les autres. De dire, ah mais j'invite un profane. Bon, très bien. Alors là, on ne parlera pas de franc-maçonnerie. Parce que forcément, dans une réunion comme ça, informelle, on va parler de loge, on va parler de franc-maçonnerie, etc. Là, c'est interdit puisqu'il y a un profane. Donc, ça crée déjà une rupture, et ça conduit à ne pas inviter des gens qui sont profanes et initiés. Donc, ce secret, c'est le secret d'appartenance. Alors, on le verra par exemple quand on abordera la question politique. De nombreux politiques ne veulent pas dire qu'ils sont francs-maçons. Il y a un troisième aspect du secret qui est un aspect que j'ai appelé commercial. Alors c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le rituel du 12e degré, me semble-t-il, du rite écossais ancien et accepté, où on vous dit finalement, je paraphrase, le secret est quelque chose qui conduit à... le fait de faire savoir qu'il y a un secret est quelque chose qui va conduire à une curiosité et qui va attirer vers nous des gens. Donc c'est pour ça que je parle d'une démarche commerciale. Je vais être un peu plus méchant. Allez, je serai simplement un peu théologique plutôt que d'être méchant, puisque j'ai dit que je ne serais pas méchant avec les francs-maçons, mais avec la franc-maçonnerie. Eh bien, quand même, derrière la convoitise, derrière l'envie de savoir, derrière la curiosité, il y a quand même quelque chose qui s'appelle un petit peu l'orgueil. Et vous voyez où je veux en venir. À un moment donné, c'est par les défauts de l'homme, finalement, qu'on va essayer d'attirer dans une démarche initiatique. C'est le rituel du 12e qui le dit, en toutes lettres. Je ne l'invente pas. Voilà. Alors, la vérité maçonnique et la vérité chrétienne sont fondamentalement différentes. On va voir pourquoi sur quelques points. Je vous citerai quand même, pour parler de la distance entre la franc-maçonnerie et la religion catholique, par exemple, Matthieu 7,15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Je veux dire par là, je ne suis pas certain qu'une partie de la franc-maçonnerie, j'ai vu tout à l'heure du côté de la GLNF, quelques obédiences peut-être, bien que les pratiques soient de toute façon, à mon avis, sur le plan de la théologie, antinomiques avec la foi catholique. Mais une certaine catégorie de la franc-maçonnerie n'a pas forcément des buts avoués très compatibles avec nos engagements personnels. Je reviens par exemple à ce que je disais tout à l'heure sur le mariage pour tous. Nous ne sommes pas homophobes en tant que catholiques. On veut le faire croire. Hein. Voilà. Et je suis très gêné parce que lorsque je fais des dédicaces, parfois on me pose le problème. Le mariage pour tous, la loi Taubira, c'est vrai. Je dis, mais première chose que je dis, attendez, je suis opposé, mais j'ai des amis qui sont homosexuels. Ce mais j'ai des amis homosexuels, ça me gêne maintenant. Ce sont des amis intimes que j'aime beaucoup. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent en couple. Ils ne se marieront pas, ils sont d'ailleurs opposés. Et ils ne sont pas catholiques. Ils sont opposés au mariage. Bon, de la loi Taubira. Eh bien, je me suis rendu compte, avec un certain effarement, que je culpabilisais, que j'avais honte, un petit peu, et qu'il fallait que j'ajoute, non, je ne suis pas homophobe, implicitement. Ça s'appelle une dictature de la pensée. D'accord ? Et c'est un petit peu caractéristique d'une certaine franc-maçonnerie, la dictature de l'ouverture d'esprit. Ah oui, mais à condition que vous soyez dans ce que j'appelle dans mon livre le maçonniquement correct. J'ai pris la parole en loge pour parler d'avortement. Mal m'en a pris. Je me suis fait écharper. Pourquoi ? J'ai pas critiqué, j'ai pas dit que les gens qui avortaient, enfin du moins les femmes qui avortaient, étaient des assassins. J'ai pas été jusque-là. J'ai simplement dit, parce que quelqu'un venait de dire, à l'occasion d'un discours, eh bien, nous espérons que la franc-maçonnerie continuera à œuvrer pour que les lois de la République soient ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'elles continuent à faire évoluer la société dans le sens que nous lui connaissons. Par exemple, la loi
sur... Alors, la personne cite des lois d'inspiration maçonnique, c'est-à-dire des gens qui sont des politiques, mais qui sont francs-maçons, et qui ont porté en politique des idéaux maçonniques. Par exemple, la loi sur l'abolition de l'esclavage, la loi sur l'abolition de la peine de mort, la loi sur l'avortement, la loi sur le mariage pour tous. Là, j'ai pas tenu, j'ai pris la parole, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, sur la question de l'esclavage, qui pourrait être contre aujourd'hui? Personne. Mais remettons-nous dans le même contexte. Lincoln avait des esclaves. Donc il faut quand même, l'histoire, c'est pas noir ou blanc, c'est pas un filtre qu'on pose à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, sur le passé. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. L'abolition de la peine de mort. Bon, on peut en discuter. Hein? Parfois, il y a des gens qui pensent qu'après tout, celui qui tue mérite que d'autres qui pensent qu'après tout, la miséricorde divine, ça existe. Mais nous ne sommes pas Dieu. Voilà, j'ai eu ce discours. Et après, j'ai dit, attendez, l'avortement quand même. Mais moi, ça me pose un problème en tant que catholique, je suis désolé. Moi, je suis contre l'avortement. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas dire que dans un atelier, je sois heureux d'entendre que la franc-maçonnerie, etc. Et puis, j'ai terminé par dire, non mais la loi Taubira, attendez, excusez-moi. Et là, évidemment, il y a eu des prises de parole. Et comme on dit, pour être un peu trivial, j'en ai pris plein la figure. Je suis passé pour tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Bien. Intolérant, fasciste, intégriste, évidemment. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en franc-maçonnerie, où prétendument la parole est libre. Donc ça, il faut quand même que vous le sachiez. Hein. Donc ça ne vient pas des francs-maçons eux-mêmes, parce que j'en étais un à l'époque, vous voyez bien que... Mais ceux qui sont comme ça, s'en vont, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous avez 40 personnes qui vous disent que vous avez tort, ou bien vous essayez de les convaincre, et là vous êtes le Christ, parce que si vous êtes le Christ, vous pouvez leur porter la bonne parole, ils vont vous crucifier, très bien. Mais si vous êtes un simple humain, vous souffrez, et vous partez. Je vais juste terminer ce tour d'horizon avant de rentrer sur quelques détails par juste un point de vue un petit peu, je voudrais faire un petit peu d'humour quand même. Mais vous savez, il y a un débat. Il y a un débat, c'est est-ce que la franc-maçonnerie conduit à la spiritualité ou pas? Moi je pense que non. Certains francs-maçons sont convaincus que oui. Pas tous. Il y a des gens, carrément, des francs-maçons qui vous disent que non. De toute façon, on n'est pas dans la spiritualité, on est dans le rationalisme, le matérialisme, etc. Bon. Mais il y a des ateliers, enfin du moins des obédiences, des rituels qui pensent être dans la spiritualité. Peut-être ont-ils raison, mais quand même. Moi, je ferai une observation, c'est que il se trouve que je fais partie d'une paroisse franciscaine, et j'aime bien les franciscains, ce qui ne m'empêche pas d'aimer les autres aussi. Mais je me sens bien chez les franciscains, voilà. Et donc, vous connaissez tous la vie de Saint François d'Assise, mais quand je verrai, enfin, c'est quand même quelqu'un dont on ne peut pas douter de la spiritualité, hein, de la sainteté même. Hein. Mais quand je verrai, moi, un franc-maçon d'un haut grade, c'est-à-dire quelqu'un puissamment initié, si ce franc-maçon en plus est un fils de marchand riche, si je vois ce franc-maçon est dans la rue se déshabiller pour aller vers les pauvres, si je le vois avoir les stigmates par exemple vous savez, pour l'augmentation au grade de maître, eh bien, on reçoit symboliquement un coup de maillet. Si je le vois avec un stigmate, avec une bosse ici, sanguinolente, hein, comme François avait les stigmates du Christ, et si je le vois créer un ordre maçonnique spiritualiste, là je me dirais oui, il y a une spiritualité en franc-maçonnerie. Je n'ai pas encore rencontré Saint François d'Assise en franc-maçonnerie, hein. Il ne m'a pas fait signe maçonnique encore. Bien, alors, premier point. Venons-en un peu plus sur le détail. Pourquoi est-ce que je ne puis pas être franc-maçon et catholique? Bien, tout d'abord, il y a l'excommunication. Il faut le dire, quelle que soit l'obédience, y compris des obédiences qui se disent déistes, même théistes. Il y a eu, dans les années 80, 2 tentatives de rapprochement. Une avec l'épiscopat allemand, entre l'épiscopat allemand et les loges allemandes. Après avoir étudié les rituels, l'épiscopat allemand a rejeté la théorie selon laquelle il pouvait y avoir compatibilité. Premier point. La GLNF, qui est donc l'obédience, avec laquelle je m'entends le mieux finalement. Parce que, après tout, ils croient en Dieu, la plupart d'entre eux. Mais pour moi, c'est pas le même Dieu. Mais ça fait rien, c'est pas grave à la limite. Hein. Bon, je peux parler avec eux au moins. Je peux pas aller dans leur temple, ils peuvent venir à l'église. La différence, elle est là. Mais
bien la GLNF dans les années 80, avec, sur les traces de Vatican II, l'Église est ouverte à la discussion avec toutes les religions, avec les incroyants également. Je vous disais, je me régale à parler avec des gens qui sont athées, au contraire. Parfois même, j'oserais dire qu'il y a certaines personnes qui sont croyantes qui m'ennuient, parce qu'elles ne m'apprennent rien, et je leur apprends rien, sauf dans la relation. Mais c'est bien de ne pas être d'accord des fois. Peut-être j'ai gardé une espèce de plaisir du débat maçonnique, finalement. Et donc, quelle que soit l'obédience, en 80, donc, la GLNF a donné ses rituels et le Vatican a dit non, c'est pas compatible. Donc, il y a toute une série de déclarations papales. Alors, le problème est venu de quand? Est venu du nouveau code de droit canonique. L'ancien code disait que ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Église contractent par le fait même une excommunication. D'accord? Ça, c'est l'ancien code. Le nouveau disait, dit toujours, pardon, celui qui donne son adhésion à une association qui agit contre l'Église soit puni du juste peine. Pardon. Eh bien, de nombreux francs-maçons se sont dit, après tout, on peut discuter. Oui, on peut discuter. Ça me gêne absolument pas. Moi, j'adore discuter avec des francs-maçons. J'ai un ami franc-maçon, qui est au Grand Orient, qui n'a pas la foi dans une religion quelconque, mais il a la foi en un être supérieur, avec qui j'échange par mail. Il m'a fait plaisir dernièrement, parce qu'il a reconnu qu'en franc-maçonnerie, il y a des dogmes, on va en parler. Et l'excommunication est encourue quelle que soit l'obédience. Ce que dit d'ailleurs à l'époque celui qui était le cardinal Joseph Ratzinger, en tant que préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, le 26 novembre 1983, il dit « On a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau code, etc. » Il termine « Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, si je suis catholique et que j'entre en franc-maçonnerie, je suis excommunié de fait. C'est une excommunication latae sententiae. C'est-à-dire qu'elle s'impose, comme ça, par le fait même que je sois rentré en franc-maçonnerie. Alors ça veut dire quoi l'excommunication? Ça veut pas dire que je suis rejeté par l'Église. Il y a des francs-maçons qui n'ont pas bien compris. Donc par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré s'appelle Jean-Yves Tournier, qui a écrit un bouquin intéressant sur l'histoire de la franc-maçonnerie, je l'ai rencontré dernièrement. Et lui, il confond, il dit l'Église excommunie, alors il mélange Staline et l'Église. Donc vous savez déjà qu'il y a quand même un petit hiatus entre Staline et l'Église. Il y en a un qui parlait de division, l'Église n'a jamais parlé de division, sauf je crois un certain pape qui a dit maintenant qu'il est mort, il va voir combien il y en a en haut. Et donc, si vous voulez, l'excommunication, c'est pour quelqu'un qui est catholique ne pas pouvoir participer au sacrement, essentiellement l'Eucharistie. Mais le franc-maçon catholique et donc excommunié peut venir à l'église, il peut assister à la messe. On ne lui ferme pas la porte. C'est important. Par contre, il ne peut plus bénéficier des sacrements. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que si demain il me prenait l'envie de devenir musulman, je ne pourrais pas participer à l'Eucharistie. Parce que pour moi, Jésus-Christ serait un prophète. Il n'est pas Dieu, fils de Dieu, incarné. Il y a une logique quand même dans la démarche. Par contre, en matière d'excommunication, mes anciens frères et sœurs francs-maçons sont beaucoup plus exigeants que l'Église. Je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un est à la GLNF, il ne peut pas aller. Si quelqu'un, par exemple, est au droit humain et dit « Finalement, j'ai envie d'adhérer à la GLNF », il est exclu du droit humain. Il ne peut pas rentrer à la GLNF. Et inversement. Donc la porte du temple lui est fermée. Là, on ne lui dit même pas ni sacrement, ni rien. Non, non, tu ne rentres plus. Tu ne participes plus à nos travaux. C'est quand même un petit peu plus restrictif. Donc ça, je voulais quand même le dire, parce que, après, ça peut se comprendre. Hein, il y a des endroits où on ne rentre pas parce qu'on ne fait pas partie de telle ou telle religion. Voilà. S'agissant d'une religion, moi j'ai peut-être l'outrecuidance, la prétention de considérer que la franc-maçonnerie est une religion. Je pense que c'est une religion. Et je ne suis pas le seul à le dire. Pourquoi c'est une religion? Eh bien, d'abord,
la franc-maçonnerie propose un système de pensée métaphysique et religieux, en tout cas métaphysique. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur l'existence. Elle propose une conception de la vérité ultime, après tout. Même si cette vérité, elle est relative pour la franc-maçonnerie, même si elle n'est pas révélée, c'est quand même une conception de la vérité, c'est un système religieux. Et religieux pourquoi? Parce que l'étymologie de religieux, c'est ligaré, c'est relié. Or, les francs-maçons sont reliés entre eux, comme les chrétiens sont reliés entre eux aussi. Ils appartiennent à quelque chose, les francs-maçons. Et ils n'appartiennent pas à autre chose. Alors, bon, je le développe beaucoup plus dans mon ouvrage, mais il y a quelques éléments que j'ai déterminés. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors déjà, ça s'approche par défaut, par ce qu'on appelle un faisceau d'indices. La science des religions n'est pas du tout une science exacte. Pour autant qu'il puisse y avoir une science exacte, moi j'y crois pas, mais bon, on parle de science exacte, et de sciences notamment sociales. Eh bien, il y a des rites. Dans une religion, il y a des rites. En franc-maçonnerie, il y a des rites. Il y a des cérémonies, c'est le cas. Il y a un idéal commun, c'est le cas également. Il y a un lien régulier entre les participants, ce qu'on va appeler les adeptes, ceux qui font partie d'eux. Hein. Et il y a même, et je dirais même que c'est une religion, pour les ateliers ou les obédiences qui sont profondément matérialistes. Moi, j'étais dans un atelier où, bien qu'on dise après tout qu'on n'est ni matérialiste ni croyant dans cet atelier, eh bien on travaillait non pas à la gloire du grand architecte de l'univers, mais à la gloire de l'humanité. Voilà. Donc là, Dieu est exclu, quelle que soit sa forme. Eh bien, une religion peut même se définir en l'absence de toute référence à Dieu. Par exemple, si je regarde dans notre étude, je cite un auteur, dans notre étude née uniquement de l'intérêt passionné que l'auteur a pris au spectacle d'une religion athée et d'un athéisme qui veulent atteindre l'absolu. Il parlait du bouddhisme. C'est un certain Henri Arvon. Alors vous le trouverez aux éditions PUF en 2005. Et alors, ça c'est mon approche personnelle, on peut la contester, ça, je comprends très bien qu'on puisse ne pas partager ce point de vue. Mais il y a plus. Sur le terme de religion, parce que les francs-maçons et la franc-maçonnerie disent non, nous ne sommes pas une religion. Peut-être. Moi je n'y crois pas. Je pense au contraire que c'est une religion. Eh bien, si je prends les constitutions d'Anderson, ça a été écrit en 1723, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. C'est la base, c'est le credo de la franc-maçonnerie. Je cite, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre, alors c'est les francs-maçons, les soumettre n'étant pas un terme coercitif, seulement à cette religion, que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière. Bien. Je cite Oswald Wirth, qui est un auteur très reconnu en franc-maçonnerie. Ayons le courage de nous dire religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion. Propageons la religion de la République. Bien. Albert Antoine, dans un livre extrêmement intéressant, qui s'appelle, que je vous conseille, Quand le voile se déchire, du père Verlaine, aux éditions Saint-Paul, avec l'instruction de plus en plus répandue, avec les progrès de la science, qui tue les superstitions. Alors, pour beaucoup de francs-maçons, nous autres, croyants, sommes des superstitieux. La franc-maçonnerie apparaîtra de plus en plus comme la seule religion digne des hommes. Quelle est cette religion maçonnique? Eh bien, cette religion maçonnique, vous trouverez dans le livre que je viens de citer, du père Verlaine. Eh bien, c'est une religion qui fait référence à ce qu'on appelle la tradition primordiale. Et là, quelle que soit l'obédience, c'est-à-dire quel que soit le rituel utilisé également, eh bien, la franc-maçonnerie fait référence à une tradition et considère que les religions actuelles ne sont que des branches d'une vérité qui a germé dans le cœur des hommes, qui n'a pas été révélée, mais qui est une vérité primordiale. Dans le rituel du droit humain, par exemple, lorsqu'on fait la chaîne d'union, on parle de l'étincelle ou la flamme qui s'alluma dans les temps anciens dans le cœur des hommes. Donc il y a cette référence-là. Alors, il me reste un petit peu de temps. Je vais vous parler
rapidement du point de vue de la politique. Et juste avant, je ferai quand même un petit aparté sur en quoi la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi. Donc on a vu que l'Église le dit. Je prendrai également comme référence l'excellent ouvrage de Monseigneur Ray, Peut-on être chrétien et franc-maçon? Mais les francs-maçons eux-mêmes le disent. Paul Gourdeau, ancien grand maître du Grand Orient, je le cite dans mon livre, ce qu'il est aujourd'hui important de comprendre, c'est que le combat, je n'invente pas le terme, je cite le combat, nous dit-il, c'est-à-dire qu'il faut abattre l'Église. C'est le Grand Orient qui le dit, hein. La GLNF ne le dit pas, elle ne l'a jamais dit, je pense qu'elle ne le dira jamais, même si ces principes sont pour moi incompatibles. Encore une fois, ce sont les francs-maçons avec qui on peut parler. Certains de la Grande Loge également. La GLTSO, on peut parler aussi. Parce qu'ils ont une autre manière de voir les choses, même si on n'est pas d'accord. Après tout, on peut ne pas être d'accord, hein. C'est pas gênant. Mais on ne peut pas faire deux choses antinomiques. Moi, je ne peux pas être franc-maçon et catholique, c'est pas possible. Mais je respecte ceux qui sont francs-maçons, d'ailleurs même ceux du Grand Orient, même si j'ai du mal à parler avec eux, plus qu'avec ceux de la GLNF. Eh bien, le combat qui se livre actuellement conditionne l'avenir. Plus encore le devenir de la société. Il repose sur l'équilibre de deux cultures, l'une fondée sur l'évangile et l'autre sur la tradition historique d'un humanisme républicain. Et les deux cultures, nous dit le grand maître, c'est-à-dire le président national, c'est le pape du Grand Orient, pas oublier Paul Gourdeau à l'époque quand il dit ça. Et ces deux cultures sont fondamentalement opposées. Et là, il précise ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure. Je suis désolé, je n'ai pas suffisamment de temps, parce qu'il faudrait plusieurs fois 2 heures pour rentrer dans tous les détails, pour vous démontrer à quel point c'est incompatible. Où la vérité est révélée et intangible d'un Dieu à l'origine de toute chose. Ça, c'est la vérité que nous connaissons tous, une vérité objective d'un Dieu personnel, qui non seulement nous parle, mais qui est mort sur la croix pour nous sauver et nous apporter le salut. Où elle trouve son fondement dans les constructions de l'homme, vous voyez, on revient à ce que je disais en préambule. La vérité pour le franc-maçon provient de l'homme. C'est-à-dire que même si, pour les loges déistes, il y a une référence à un grand architecte de l'univers, eh bien c'est l'homme qui va trouver, on est dans la gnose, qui va trouver cette connaissance. Toujours remise en question parce que perfectible à l'infini. D'accord? Alors ça c'est Paul Gourdeau, dans une revue qui s'appelle Humanisme, en 1990. Donc vous voyez, regardez notre société aujourd'hui. Est-ce que ça ne fait pas penser qu'il y a eu une petite dérive entre 90 et aujourd'hui? Sur la politique, alors ce qui me gêne, moi, c'est qu'une certaine franc-maçonnerie majoritaire, je parlerai essentiellement du Grand Orient, du droit humain, de la Grande Loge féminine de France. Cette franc-maçonnerie est présente en politique. Alors après tout, on a le droit d'être franc-maçon et de faire de la politique, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est le secret. Lorsque le doyen des juges d'instruction à Nice favorise des amis qui sont mis en cause dans des procès, ça me pose un problème. Un magistrat peut-il être franc-maçon? Je pense que non. Un politique qui représente le bien social peut-il être franc-maçon? Si le secret est levé, je réponds oui. Si le secret des loges est levé, c'est-à-dire si nous pouvons tous aujourd'hui, moi y compris, maintenant je ne peux plus y aller, hein, tant mieux, je m'ennuyais, mais je ne parle pas avec les francs-maçons, mais avec le rituel. Hein. Encore une fois, j'ai d'excellents amis francs-maçons et ils sont charmants. Mais si le secret est levé, qu'on peut rentrer dans un temple maçonnique, voir ce qui s'y fait, voir ce qui se dit, et discuter avec ces gens-là, eh bien oui, on peut être franc-maçon et faire de la politique. Sinon, ça me gêne, le secret me gêne en politique, et je ne suis pas le seul à le penser. Témoignage d'un grand maître de la Grande Loge de France, un certain Albert Vigneault. Alors, c'est ancien, ça date de 1934. Voilà ce que dit cet homme. Il a été grand maître de la Grande Loge, c'est-à-dire président national. Dans les ateliers maçonniques, on s'occupe essentiellement d'intrigues politiques, d'anticléricalisme, de laïcité au sens le plus péjoratif du mot. 1934, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me donne des frissons quand même. Je me dis que je retrouve cette situation aujourd'hui. Et ça me gêne. Quand les francs-maçons cesseront-ils d'être anticléricaux? On a le droit de parler politique, on n'a pas le droit d'influencer secrètement.
Et il continue, Dieu est une fiction pour les francs-maçons, hein. Dieu est une fiction pour la grande majorité des francs-maçons. Bien. Vous avez un article que je vous invite à consulter dans l'Express. Une certaine Sophie Coignard qui écrit beaucoup sur la franc-maçonnerie. Elle écrit un article qui s'appelle « Les francs-maçons au cœur de l'État ». Et elle dit, vous voyez, je ne suis pas le seul à le penser, je le pense profondément, le secret c'est le mensonge. Voilà le sous-titre dans un de ses chapitres. Alors, il a une justification à une époque, le secret, parce que les francs-maçons, c'est vrai, ont été persécutés. C'est plus le cas, c'est fini ça. C'est terminé, il n'y a plus de persécution. Donc ce secret ne se justifie plus aujourd'hui. Alors on va me dire, oui, mais le secret, c'est un rapport initiatique. Bon sang, j'ai été 25 ans en franc-maçonnerie, c'est pas parce que je n'ai jamais dit que j'étais franc-maçon que j'étais plus initié. C'est faux. Enfin, je le pense profondément. Si je veux être initié, garder dans mon cœur, au plus profond de moi, parce que je suis un gnostique, la connaissance éventuelle, moi je n'y crois pas, mais bon, mettons-le, hein, que j'accède à la connaissance directe, par la gnose, eh bien j'ai pas besoin de cacher le fait que j'ai trouvé cette connaissance. Ça gênera personne. D'ailleurs, au contraire, moi, catholique, pardon, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pensé à moi président. Moi, catholique. Non, c'est parce que mon livre a failli s'appeler comme ça. Mon éditeur m'avait proposé cette espèce de petit clin d'œil, mais j'ai refusé de faire un clin d'œil. J'ai pas le sens de l'humour dans ce cas-là. Donc, moi, en tant que catholique, bien, ça me gêne pas de parler de ma foi. Je raconte des choses dans mon livre, j'ai été gêné de le raconter, mais mon éditeur m'a poussé à le faire. Des amis prêtres m'ont poussé à le faire, parce que j'ai reçu certaines grâces. Et je ne suis pas un être exceptionnel, n'importe qui peut recevoir une grâce. Il suffit d'ouvrir son cœur, c'est tout. Je ne suis pas un saint, bien loin de là, au contraire. Eh bien, qu'est-ce que je fais quand je parle à des gens? Je parle de l'amour du Christ. Je ne cherche pas à faire prosélytisme. Seulement quand on aborde un sujet de société, je dis, ben oui, mais moi l'avortement, c'est la suppression d'une vie. Pense ce que tu veux, mon ami. Tu veux. Mais moi je pense ça, je te le dis. Quand je pense, et pourquoi c'est la suppression d'une vie? Ben voilà, parce que si Dieu est amour, il est créateur. Et il est créateur infini. Et donc là, dans cet embryon, c'est une vie que je supprime sans lui avoir demandé son consentement. Alors, vous êtes contre la peine de mort en tant que franc-maçon et pour l'avortement? Prenez les sites officiels du Grand Orient de France, de la GLFF et du droit humain. Ce sont des obédiences qui ont non seulement mis en œuvre dans la législation l'avortement, mais qui en plus le défendent. Et aujourd'hui, ils veulent inscrire dans la loi que l'avortement est un droit constitutionnellement garanti. Je crois que là, il faut arrêter. Voilà, mais il faut arrêter. À un moment donné, on n'a pas le droit d'influencer la société. Et là, j'ai des références, je ne l'invente pas. La franc-maçonnerie veut influencer la société parce qu'elle pense détenir la vérité. Paradoxal. Dans ces articles, alors, juste une chose. Philippe Guglielmi, grand maître du Grand Orient, était également le mari d'Elisabeth Guigou. Pardon, Jean-Louis Guigou et Philippe Guglielmi étaient amis. Jean-Louis Guigou était le mari. Eh bien, Madame Guigou a remonté les bretelles, comme on dit, du procureur de Montgolfier, parce qu'il allait trop chercher chez les francs-maçons. Et ce même monsieur Guigou déclarait, alors elle cite, hein, il n'y a pas de problème, hein. Moi, ma femme est ministre de la Justice, mais moi je suis franc-maçon, c'est pas un problème. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Deuxième article, ces francs-maçons qui nous gouvernent, par le Nouvel Observateur. C'est pas un journal franchement à droite, hein, me semble-t-il. Hein. Donc je veux dire, il n'est pas anti-franc-maçon non plus. Hein. Et pourtant il dit quand même c'est gênant. Et alors il cite Jean-Yves Le Drian, Jérôme Cahuzac maintenant on le sait, hein, à l'époque on ne savait pas, mais le pauvre. Alain Vidali, Victorien Lurel, Anne-Marie Escoffier, Frédéric Cuvillier, Christophe Chantepie, Jean-Pierre Lebel, François Rebsamen, Jean-Vincent Placé. Vous savez, ce écologiste, Jean-Vincent Placé. Alors, lui, il répond. Alors, beaucoup disent, moi, je ne réponds pas. Bon, mais le journaliste dit, mais moi, je sais que. Il dit, mais c'est une question d'ordre privé. Non, mais excusez-moi, lorsqu'on a des options politiques qui font partie d'une métaphysique, d'une philosophie de la société, est-ce qu'on a le droit de dire, je ne vous le dis pas? Non, moi, si demain,
Je lui m'en garde, hein, parce que je travaille depuis 30 ans avec les politiques et je ne pourrais jamais faire de la politique. Mais si demain je devais être politique, eh bien, je dirais oui, mais je suis catholique. Je crois à ces valeurs-là et je les défends. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Les lois de la République sont certes les lois de la République, on n'en discute pas. Mais voilà, là, on ne vous dit pas. Et les dés sont pipés, me semble-t-il. Jean-Luc Mélenchon également, au Grand Orient de France. Vous avez également un article intéressant dans Le Figaro, Le nouveau pouvoir des francs-maçons, où on vous explique à quel point depuis l'arrivée de François Hollande au gouvernement, enfin aux plus hautes responsabilités de l'État, pardon, eh bien, la gauche revenue au pouvoir, les francs-maçons pavoisent. Pour Philippe Guglielmi, dont je parlais, pas de doute, l'heure est à la reconquête. Je n'invente pas, je vous dis pas, je suis pas dans le délire complet là. Hein. Avec Hollande, les francs-maçons se sentent plus à l'aise. Une demi-douzaine de ministres sont maçons sans l'avouer. Alors, ministère de l'Intérieur, de la Défense. J'ai été surprise, moi, au long de mon parcours maçonnique, de plus en plus de policiers, de commissaires, de francs-maçons. Voilà. Bon. Et alors, pour terminer sur ce point, et puis en même temps avec la conférence, puisqu'il faut que je m'arrête, entretien avec Pierre Simon. Pierre Simon, c'est un ancien grand maître de la Grande Loge de France, celui qui a signé les lois sur l'avortement. Hein, d'accord ? Pierre Simon déclare, dans une émission d'avril 2000, alors c'est un site qui s'appelle grandelogedefrance.org, vous pouvez vérifier, voilà ce que dit Pierre Simon. Ce que nous nous attachons à transformer, c'est la société. Ce sont les frères de la Grande Loge de France qui ont été à l'origine des transformations législatives. Eh bien ça, à titre personnel, et j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'amis francs-maçons, je crois qu'il faut que ça cesse. Ça n'est pas possible. Les francs-maçons eux-mêmes ont tout à gagner à lever le secret. À dire, nous sommes des citoyens comme les autres. Nous croyons en certaines choses, après tout. Moi, je respecte cet ami dont je vous parle et qui m'envoie des emails et qui me dit oui, il y a des dogmes en franc-maçonnerie. Parce que dans mon livre, je le démontre. Et je pourrais vous démontrer encore plus si j'en avais le temps. C'est quelqu'un de bien. Il ne croit pas dans le même Dieu que ceux auxquels je crois, mais c'est son problème. Je pense qu'il se trompe, mais ça ne fait rien. On va débattre jusqu'à ce que lui et moi, eh bien, nous disparaissions de cette terre, et je le retrouverai en haut devant, et puis Saint-Pierre ouvrira la porte en lui disant, toi je t'ai pas souvent vu à la messe. Bon, mais d'ici là j'espère qu'il sera peut-être converti, puis sinon c'est pas grave, s'il a été un homme de bien, je pense que Saint-Pierre lui ouvrira la porte, ça c'est ma conviction profonde. On peut parler avec les francs-maçons, on ne peut pas tolérer que la franc-maçonnerie soit un contre-pouvoir au bulletin que nous mettons dans les urnes pour exprimer nos convictions profondes. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis très gêné, je ne veux pas faire de l'antimaçonnisme basique, hein. Je combats une doctrine, je ne combats pas des hommes. Parlant d'antimaçonnisme, Daniel Keller, le grand maître actuel du Grand Orient, s'est élu. Ils ont fait une déclaration, ils ont fait une grande tenue solennelle pour dire que l'antimaçonnisme était de retour, pour nous dire, peut-être que vous, moi, eh bien, écoutez, on sent un peu le souffle. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a des relents du passé. Eh bien, je lui dirais non, il n'y a pas de relents de passé quand j'exprime ce que j'exprime. Par contre, ce que je pourrais dire à Daniel Keller, si un jour je l'avais en face de moi, mais je ne l'aurais jamais en face de moi, tant mieux pour moi peut-être, ben, je dirais que ni le Grand Orient, ni le droit humain, ni la Grande Loge féminine de France, ni les autres obédiences, mais certaines ne s'expriment pas. Par contre, le GO, le DH, la GLFF, on les entend. Hein. Enfin, vous prenez les sites, vous voyez. Hein. La Grande Loge ne s'exprime pas beaucoup, GLTSO, jamais, GLNF non plus, sur les débats de société. Par contre, ces trois-là, GO, GLFF et droit humain, eh bien, il n'y en a pas un qui a fait une déclaration outragée, vindicative pour défendre les chrétiens d'Extrême-Orient qui se font massacrer. À côté de ça, le Grand Orient, qu'est-ce qu'il a subi en France? Des tags. C'est certes pas respectable. Moi, je condamne les gens qui ont fait ces tags. Ça me gêne. Mais ces gens-là sont exaspérés à un moment donné. Parce que ces articles que j'ai trouvés, ils les lisent. Moi, je fais pas de l'antimaçonnisme primaire. Mais je note qu'il y a une différence de traitement. C'est-à-dire que les chrétiens de Syrie, d'Irak, du Moyen-Orient, c'est pas gênant, après tout, pour les francs-maçons. Si on les égorge, si on leur dit, ben, c'est la valise ou le cercueil, il y en a déjà entendu ça, je suis d'origine pied noir, donc je vais en parler. Hein, mais à un moment donné, ça ne les dérange pas, ces grands humanistes, aux idéaux qui tendent à promouvoir le bonheur de l'humanité. Est-ce que les chrétiens du Moyen-Orient n'ont pas droit au bonheur?
comme les autres. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que ça me préoccupe. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Je vous remercie de votre attention et on va passer aux questions si vous voulez. Alors, le projet européen prévoyant une Europe des régions destructrices de la France comme nation est-il bien orchestré par la franc-maçonnerie? Bien écoutez, quand je vous ai cité tout à l'heure Albert Bignot, il le disait en 1934. La franc-maçonnerie, en tout cas à son époque, lui il dit, elle est opposée à l'idée de patrie. Il faut savoir que la franc-maçonnerie, alors ça part d'un idéal intéressant, qui pourrait être comparable au nôtre finalement. C'est l'humanité universelle. Moi j'aimerais bien que, non pas que l'univers entier soit catholique, si au fond de moi oui, mais pas vraiment, parce qu'on a besoin de parler avec des gens qui pensent différemment. L'uniformité c'est la mort. Hein, et je suis persuadé que je n'ai pas la vérité. Seul Dieu l'a, le Christ la porte, mais moi je ne l'ai pas. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui pensent différemment. Donc on va se rejoindre sur ce qu'on appelle l'universel. Par contre, moi il me semble que l'universalisme au sens de la franc-maçonnerie, eh bien c'est la mondialisation. Donc oui, effectivement, peut-être que dans une certaine mesure, oui, l'Europe des régions détruira les nations et que je ne sais pas si c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, mais je crois que c'est en phase avec les idéaux maçonniques. C'est à mon sens, une idée un petit peu dévoyée de la fraternité. En tout cas, aujourd'hui, me semble-t-il, même si celui qui vit d'un autre côté d'une frontière est mon frère, les conditions ne sont pas réunies pour que je l'accueille complètement. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu plusieurs ministres qui ne sont pas des intolérants farouches. Je crois que c'est Michel Rocard qui l'a dit, pour ne pas accueillir toute la misère du monde. C'est comme ça. À titre personnel, et je crois que tous ici nous donnons de temps en temps une pièce à quelqu'un qui est mendiant, mais je ne peux pas donner ma paye, parce que sinon je ne vis plus et je ne peux pas me reproduire, au sens où l'entendait le Corbusier. Et donc il faut que je me reproduise pour pouvoir donner à d'autres personnes. On ne peut pas accueillir tout le monde, et donc effectivement, peut-être qu'il faut quand même garder une nation, après tout, moi je crois. On dit que l'influence des francs-maçons s'est affaiblie au regard du faible nombre de membres affichés dans le milieu politique. Est-ce la réalité, au contraire, cette influence est d'autant plus forte qu'elle est plus discrète et cachée? Discrète et cachée, je ne crois pas, non, ils ne le disent pas, mais ils sont démasqués. Dans les articles que je vous ai cités, il y en a un également, je crois que c'est l'Express. J'ai pas la référence en tête, mais l'Express, je le dis dans mon livre, le nombre de ministres francs-maçons dans les deux derniers gouvernements, l'actuel et le précédent, atteint un taux comparable à celui de la Troisième République. Donc il y a un retour en force en politique. Voilà. Que pouvez-vous nous dire sur l'emprise territoriale de la franc-maçonnerie par l'architecture et l'art sculptural, organisant des cultes notamment solaires? Là, j'ai pas de réponse, je suis désolé. J'ai pas de réponse. Ce que je peux dire là-dessus, mais d'un point de vue beaucoup plus général, c'est que j'ai eu ce débat avec un franc-maçon d'ailleurs, dont j'ignorais sa qualité. Je donnais des cours dans une école d'art, j'apportais des cours de l'histoire de l'architecture à l'époque, et puis à un moment donné, on en est venu à parler de l'art moderne et de l'art classique. Bon, vocable un petit peu abusif, mais bon, ça définit une période de l'histoire de l'art où il y a une référence, notamment une référence religieuse. Et puis après, il y a l'artiste lui-même. Oui, dans l'art, il y a cette pensée de liberté. La franc-maçonnerie pense que la liberté, c'est encore un thème sur lequel on est divergent, profondément opposé. La liberté pour un franc-maçon, c'est de faire ce qu'il a envie de faire, pour autant que ça soit permis par les lois de la République. Or, les lois de la République, on sait que ça évolue. À un moment donné, je vais choquer tout le monde, mais je vais vous le dire. Cette soirée d'anniversaire où j'ai invité des amis francs-maçons, on a parlé du projet de loi Taubira. Bien sûr, j'étais le seul à dire que j'étais contre. Ils sont tous partis en me disant que j'avais tort. Bon, peut-être. J'étais tellement furax. Puis, vous savez, les anniversaires, on boit quelques verres de champagne, donc après, ça délie les langues et l'imagination. Donc, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, j'ai envoyé un email, je vais pouvoir avoir 3 femmes. Hein. Si un jour ça change, la polygamie, ça sera autorisé, après tout. C'est pas gênant. Mais non, en face de cette liberté purement humaine,
purement subjective, purement aléatoire, eh bien, il y a une liberté que nous connaissons, nous, en tant que chrétiens. C'est celle que nous donne Dieu, de choisir entre le bien et le mal. C'est ça la vraie liberté. C'est pas de faire ce que j'ai envie, ça c'est trop facile. Donc, dans l'art, c'est pareil. Je peux faire n'importe quoi du moment que je suis reconnu. Est-ce que c'est de l'art? J'en suis pas certain. L'art, pour moi, c'est quelque chose qui a une relation avec le divin, pas forcément avec le religieux, mais avec le divin. Vous avez dit tout à l'heure que la franc-maçonnerie est une religion. Quelle est la différence pour vous entre une religion et une secte? Alors, c'est une question qui est souvent posée en franc-maçonnerie. Alors, je ne dis pas que celui qui l'a posée ou celle qui l'a posée est franc-maçon, c'est pas ça. Mais cette question se pose souvent parce que, en franc-maçonnerie, voilà ce que j'ai entendu. L'Église est une secte qui a réussi. Voilà. Alors, moi, je dirais une chose. Oui, il y a une différence. Une religion est quelque chose qui relie les êtres qui pensent, ou qui ont un idéal, ou qui ont une, une conviction mystique, métaphysique plutôt, commune, ou semblable, d'accord? On est autour d'un tronc commun, en quelque sorte, dans une religion. Une secte, c'est quelque chose qui agglomère les gens contre leur volonté, c'est pas pareil, et qui manipule les esprits. Donc voilà la différence que je peux donner sur ces deux conceptions. Je voulais juste une remarque à faire, c'est qu'il y a quand même une encyclique de Léon XIII qui s'intitule La secte des francs-maçons. Oui, voilà. Moi, je suis gêné avec le terme de secte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en France, bon, je suis architecte, je suis également juriste, bon, de droit public. Il n'y a pas de définition légale de la secte. Le jour où il y en aura une, je pourrai répondre à la question de savoir si la franc-maçonnerie est une secte ou pas. Alors les francs-maçons disent souvent, nous ne sommes pas une secte parce qu'il est très difficile de rentrer, alors qu'une secte, c'est facile de rentrer, et il est très facile de sortir. C'est vrai qu'on sort facilement de la franc-maçonnerie. Et donc c'est le critère qui leur permet de dire que, bon, moi voilà, la seule réponse que je peux faire à cette question, on me l'a déjà posée, je ferai la même réponse, j'en suis désolé, mais j'en ai pas d'autre. La seule référence, c'est la Mivilude. Après, le pape libre de ses qualificatifs, mais la Mivilude dit que certaines associations, institutions sont des sectes. Elle n'y met pas la franc-maçonnerie. Bon, une personne qui était présidente ou vice-présidente de la Mivilude était une sœur du droit humain et députée en même temps. Donc c'est sûr qu'elle ne va pas mettre la franc-maçonnerie dans les sectes. Bon, voilà, là où je peux dire à titre personnel, mais ça n'engage que moi, qu'il y a une tendance sectaire en franc-maçonnerie, ou du moins dans une certaine franc-maçonnerie, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des débats, et je démontre dans mon livre que la parole n'est pas libre, et qu'elle est libre à condition qu'elle soit maçonniquement correcte. Et donc quand vous êtes mis en minorité à un moment donné, forcément, c'est le syndrome de Stockholm un petit peu, hein, on commence à adhérer aux idées de l'autre finalement. Puis après il y a le rituel, là on est plus sur le mystique, hein, le rituel agit quand même, hein, sur les personnes. Dans ce sens-là, on pourrait peut-être dire que c'est une secte, dans ce sens-là. Mais c'est un qualificatif que j'utiliserai vraiment avec beaucoup de précaution. Les francs-maçons se disent humanistes, c'est-à-dire pour l'intérêt général. Confirmez-vous qu'en fait, ils s'entraident parfois, souvent au mépris de cet intérêt général, tout à fait. Mais écoutez, Jérôme Cahuzac était franc-maçon. J'ai un article qui parle de lui, là, dans les revues que je vous ai citées. Son parrain, qui est également un homme politique, je crois, en tout cas quelqu'un qui tient une place assez haute dans une entreprise nationale, dit il a été un bon maçon, pouvant rendre des services à de nombreux frères, une mutation de fonctionnaire par-ci, un poste dans une école par-là, voilà. Donc effectivement, il y a cet aspect-là. Moi, je n'y ai pas été tellement confronté parce que je ne suis pas un carriériste. J'aurais pu faire une carrière bien plus intéressante, non pas qu'elle n'ait pas été intéressante, mais j'aurais pu monter beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même des entraides qui n'auraient pas eu lieu dans d'autres circonstances et uniquement du fait de la qualité de franc-maçon de certains. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion-là, et c'est gênant pour ceux qui ne sont pas francs-maçons. Avez-vous rencontré des prêtres, des évêques dans les loges? Êtes-vous au courant des meurtres rituels bébés, enfants, certains stades, grade élevé? Rite franc-maçon des derniers moments, coupant la mort de sa famille. En avez-vous entendu parler? Alors pour la dernière question, non. Coupant la mort de sa famille, j'en ai jamais entendu parler. Les rituels concernant les meurtres non plus. Je ne crois pas.
Je ne crois pas qu'il y en a, en tout cas moi je n'ai pas été témoin de ces pratiques, je ne crois pas que ça existe. Maintenant, ce que je peux vous dire, j'ai discuté dans un couvent avec un prêtre africain qui m'a dit qu'un franc-maçon en Afrique avait été sommé de tuer un enfant, de tremper une bague qu'on lui avait remise, une bague qui symbolisait un grade, je ne sais plus lequel, de tremper cette bague dans le sang de cet enfant et de revenir. Le gars a commencé à mettre exécution, c'est-à-dire qu'il est parti avec sa voiture pour renverser un enfant, puis s'est arrêté et il s'est enfui, il est parti d'Afrique. Voilà. C'est le témoignage d'un prêtre. Et j'ai pas de raison de ne pas le croire. Je pense pas que ce prêtre soit face de l'antimaçonnisme primaire. Ça peut exister, il peut y avoir. Alors je crois que c'est pas forcément la franc-maçonnerie, mais il peut y avoir des loges où il y a des dérives, c'est possible. Des prêtres et des évêques dans les loges, à titre personnel, jamais. 25 ans de franc-maçonnerie, j'ai fréquenté beaucoup de loges du droit humain, du Grand Orient, quelques-unes de la GLTSO. Je n'ai jamais rencontré un prêtre. Alors il y a le cas de Pascal Vézin, qui a été au Grand Orient. Je crois que certains se trompent. Ce que je peux dire sur les prêtres qui sont francs-maçons, je n'ai pas à les juger. Par contre, au regard du droit canonique, je pense qu'il y a un souci. On peut pas être, enfin, me semble-t-il, on ne peut pas être prêtre et ne pas respecter le droit canonique. Ça me pose un problème. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Bon, je ne reviendrai pas sur le cas de Pascal Vézin, on le connaît, je trouve que cet homme-là a fait une erreur. Bon, il a choisi la franc-maçonnerie, clairement. Quand j'ai bien analysé son cas, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il a choisi la franc-maçonnerie. Quand son évêque lui a dit, bon, il faut faire un choix, il faut partir de la franc-maçonnerie, sinon vous ne pouvez pas être prêtre. Il a dit, ben, écoutez, moi j'ai ma liberté de conscience, ça me pose un problème. J'ai envie de lui dire, quelle est votre liberté de conscience devant l'avortement, mon père? Enfin, plus maintenant, puisqu'il est... voilà, il était limite ses fonctions. Mais à l'époque, voilà. Donc, je crois que c'est un argument qui est utilisé souvent par les francs-maçons, un petit peu à titre d'intoxication. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques prêtres qui, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont fréquenté notamment des gens de la GLNF. Bien sûr, quand deux personnes se rencontrent sur un terrain aussi tragique qu'un camp de concentration, et que les deux croient en une puissance divine, l'un dans le Dieu créateur, l'autre dans un Dieu force, mais les deux chemins sont inconciliables. Alors, je dis ça en tant que laïc, je pense qu'en tant que prêtre, c'est encore plus compliqué. Que pensez-vous de l'influence de la franc-maçonnerie à l'assistance publique des hôpitaux de Paris? Là, je sais pas. J'ai pas de référence, je suis désolé. Et comme je tiens à dire des choses soit par témoignage, soit par référence, je pourrais pas répondre. Le fait d'être franc-maçon a-t-il favorisé votre carrière? Oui et non. Oui et non. J'ai démarré ma carrière à la mairie de Bastia. Le maire était franc-maçon. Son fils, je suppose qu'il a été, mais bon, j'en ai pas la preuve. C'est un certain Émile Zoukari, le fils qui est député radical socialiste, je crois, PRG. Et son directeur de cabinet était franc-maçon. J'étais donc architecte directeur du service de l'urbanisme de la mairie de Bastia, j'étais franc-maçon. Le deuxième adjoint délégué à l'urbanisme était franc-maçon, donc c'est sûr que ça met un petit peu d'huile dans les rouages. Hein. Il y a parfois des guerres quand même, il y a des frères ennemis, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est pas si simple, parce qu'après il y a des intérêts politiques, financiers. Par contre, non, ça n'a pas favorisé ma carrière, sauf une fois, de manière un petit peu inconsciente, je dirais. J'ai un frangin, comme on dit, hein, qui un jour vient à mon bureau, j'avais rencontré dans une loge, j'avais dit oui, puis j'ai envie de partir de Bastia, puis j'aimerais bien aller outre-mer, etc. Puis il vient me voir un jour, j'ai une annonce pour toi. Bon, je réponds à cette annonce, c'était un CAUE, un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Guyane, organisme départemental. Il se trouve qu'à l'époque j'avais une signature maçonnique, je vous la donne pour l'anecdote. Voilà. Mon nom, c'est Serge, le prénom Abad-Galardo, nom de mon père et de ma mère parce que je suis d'origine espagnole. Et bien donc, je signais avec un S. Ça, c'était le A. Je continuais le A par l'étoile. Et puis le G de Galardo, je le mettais là. Voilà, un franc-maçon savait que j'étais franc-maçon. Il se trouve que j'ai été recruté et que, à peine arrivé en Guyane, eh bien, le président de cet organisme m'a invité et puis il était du Grand Orient.
Voilà. Donc je suppose que le fait d'avoir signé comme ça a favorisé mon recrutement. Je ne suis pas certain d'avoir été le meilleur. Voilà. Mais c'est comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est déjà pas mal. Comment expliquez-vous que le père de François Baroin, grand maître du Grand Orient de France, se prétendait catholique dans son livre La force de l'amour? Mais parce que, à mon avis, je pense qu'il peut se prétendre chrétien parce on sait très bien que la gnose est une dissidence, on va dire, de la pensée chrétienne dans les 2e et 3e siècles. Je ne pense pas qu'il ait pu se prétendre, sans se tromper, être catholique. Ou alors, oui, je vais nuancer ma réponse. Je vais vous donner même un exemple. Je pense qu'on peut être catholique et franc-maçon. Allez, on va pousser le raisonnement. Mais à une condition. Si je suis faiblement franc-maçon et faiblement catholique. C'est-à-dire si je ne vais jamais à la messe, comme c'était mon cas quand je suis entré en franc-maçonnerie, j'étais très loin de l'église. Aujourd'hui, j'y vais régulièrement tous les jours. Enfin, vous donnez ma vie, je ne suis pas un exemple, hein, mais je pense qu'un catholique ne peut pas être catholique sans pratiquer. Un prêtre m'a dit, c'est comme si je disais que j'étais nudiste mais que je garde le maillot. Hein, il a raison, cet homme-là. La foi, ça se vit. C'est pas un concept intellectuel fumeux, la foi. Autrement, oui, c'est une superstition. Mais on n'est pas dans ce registre. Eh bien, dernièrement, pour vous donner l'exemple, je rencontre une élue de Narbonne, aller à la messe, puis elle me dit oui, j'ai vu votre livre, il y a eu un article. Ben moi, je pense qu'on peut être catholique et franc-maçon. Alors, je lui donne quelques exemples, j'étais un peu plus loin que ce que j'ai dit, puis je lui dis, elle me dit, mais ça, c'est de la théorie, c'est de la philosophie, mais en pratique, moi, je pense que je peux venir à l'église, regarder, etc. Et je lui dis, mais en pratique, madame, je suis désolé, vous êtes catholique, et vous êtes élu, alors on est élu du Parti Socialiste, donc vous soutenez l'avortement. Elle me dit, absolument, c'est une loi laïque de la République. Ah, mais si vous soutenez l'avortement, comment faites-vous en tant que catholique? Vous ne trouvez pas qu'il y a un schisme là, quelque part dans votre cerveau? Dans votre esprit, dans votre cœur même? Et là, elle est partie, elle a battu en retraite. Elle me dit, j'aurais pas dû vous provoquer. Et pendant la messe, elle est restée. Tant mieux d'ailleurs, hein, Dieu merci, elle est restée. Et puis pendant l'Eucharistie, j'ai prié pour cette femme. J'ai prié pour que le Seigneur lui donne un minimum de lumière. J'en ai pleuré. À la fin de la messe, je sors. Vous voyez que l'Esprit Saint, c'est pas une superstition pour ceux qui ne croient pas. J'aimerais tellement le leur démontrer mathématiquement. Enfin, j'ai trouvé dernièrement une preuve mathématique, mais je vous la réserverai pas pour ce soir. C'est l'histoire de la collision avec la Lune. Hein. C'est l'infini sur 1. Mais bon. Et donc, à la sortie, elle me dit, excusez-moi, je peux vous reparler? Je dis oui. Elle me dit, je crois que vous avez raison. On ne peut pas être catholique et franc-maçon. Et moi, je suis les deux parce que je suis tiède en franc-maçonnerie et tiède dans ma foi catholique. Et c'est pour ça que je pense que le père de François Baroin devait se tromper. Cela dit, ça ne me gêne pas dans le sens où ça démontre que ces personnes qui sont en franc-maçonnerie ont quand même un attachement à l'Église. Et ça, il ne faut pas le perdre, cet attachement. Il faut leur parler. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une loge qui veut m'inviter. Alors maintenant, ils sont réticents. Hein. J'ai un peu peur. Mais bon, je crois que le vénérable maître a peur que sa loge se scinde en deux. Les anti, les pour, et voilà. Bon. Mais ils veulent m'inviter, mais j'irai, j'attends. S'ils m'invitent, j'y vais. Y a-t-il des signes de reconnaissance entre... Oui, bien sûr. Y a-t-il des profanations d'hosties? J'en ai jamais vu. Les francs-maçons... s'allient-ils entre eux pour faire tomber les opposants? Ah oui, c'est sûr que si vous êtes opposant à la franc-maçonnerie, moi je peux vous dire qu'actuellement, heureusement que je suis en pleine carrière. Parce que, étant fonctionnaire, j'irai pas loin. Bon, maintenant, je suis arrivé pratiquement au plus haut échelon de ce qu'on peut avoir lorsqu'on est... Enfin, je suis architecte, mais mon grade, c'est ingénieur en chef. Je peux pas aller plus loin, donc je suis tranquille, j'ai la liberté. Mais si j'avais écrit ce bouquin il y a 30 ans, je pense que j'aurais avancé... Là, j'ai avancé tout le temps à l'ancienneté minimum, donc je faisais bien mon travail. On aurait trouvé des choses à dire. Les signes, oui, les signes de reconnaissance entre francs-maçons, mais c'est, bon, je ne peux pas vous le faire à tous, mais c'est la poignée de main du maître. C'est-à-dire qu'une poignée de main, une main se tend comme ça, et bien à un moment donné, si on serre la main et qu'avec ce doigt, l'index, on appuie juste à l'intérieur
ici sur le métacarpe, c'est un signe, c'est la griffe du maître, c'est un signe de franc-maçon. Donc quelqu'un, me semble-t-il, m'a fait cette poignée de main tout à l'heure, mais discrètement, donc je n'ai pas répondu. mais non, parfois on se trompe, parfois la personne vous donne la main comme ça et vous dites, ah oui, il n'est pas. Mais il faut que ce soit franc quand même, hein, c'est vraiment l'index appuyé. Hein. Donc moi, quand on n'appuie pas, d'ailleurs maintenant je ne réponds pas, mais ou alors je le fais pour rigoler, puis je dis non, je ne le suis plus. Et puis après, il y a des signes plus visibles, c'est-à-dire qu'il y a le signe de l'apprenti, par exemple. Le signe de l'apprenti, c'est ça. Alors ça peut se faire très discrètement dans une réunion. Ça m'est arrivé de voir des gens le faire et j'ai répondu. C'est-à-dire qu'on fait ça, et puis on fait ça. Personne me dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a fait comme signe, lui? Et puis après, dans la conversation, je vais dire, ouf, je suis crevé ce soir. Hein, finissons cette réunion parce que, franchement, il me tarde de partir chez moi, parce que j'ai travaillé de midi à minuit. Hein. Voilà. Mais ça vous parle pas, j'ai travaillé de midi à minuit, mais c'est une phrase maçonnique. Donc, la personne en face m'a vu faire un signe plus ou moins bâclé, je me dis, ah, ça y est, c'est bon. Alors là, il va me renvoyer un autre mot, il va me dire, ouf, moi, des fois, je n'arrive pas à parler, je ne sais qu'épeler. Et ben voilà, j'ai compris qu'il est franc-maçon. Donc il y a des mots comme ça, il y a des mots-clés, ça existe. Alors je vais accélérer sur les questions. Vous voyez, je vous avais prévenu, hein, c'est un thème qui passionne les gens. La franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens alors que la société, de toute façon, est acquise à ses thèses? C'est une bonne question. Eh bien, je vais répondre. Pardonnez-moi, je ne répondrai pas à la seconde parce qu'il y a d'autres questions. J'y répondrai si je ne réponds pas aux autres ou si je réponds suffisamment vite. Bien, moi, je fais partie, je crois, de ceux qui disent qu'on doit lutter, encore une fois, non pas contre les francs-maçons eux-mêmes, parce que quand on se trompe, on n'est pas responsable et j'en suis la preuve. C'est l'amour du Christ qui m'a rappelé. Si, comme pensent les gnostiques, Dieu avait été un Dieu méchant, eh bien, il m'aurait fouetté et je ne serais jamais revenu. Tandis que là, un jour, j'ai vu l'amour du Christ. Donc c'est cet amour-là dont il faut qu'on parle à nos frères en humanité, que sont les francs-maçons. Mais la franc-maçonnerie est une institution à combattre. D'abord parce qu'elle va aliéner ces personnes-là. Les autres hystériques là, qui veulent faire la révolution permanente, ils ne m'intéressent pas dans l'immédiat, je dirais. J'espère qu'un jour ou l'autre, ils ouvriront les yeux. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de prière aux politiques. On peut prier pour ces gens-là. On doit prier pour ces gens-là. C'est ça la différence entre eux et nous. Eux, ils veulent nous abattre. Parce qu'on représente une forme de société qu'ils exècrent. Eh bien, nous, on leur répond, mais moi, je prie pour toi. D'accord? Donc ça a un sens, effectivement. Vous savez, pour venir ici, certes, je suis au salon du livre catholique samedi et au salon Renaissance catholique de dimanche. Mais je n'étais pas obligé de donner ces conférences aujourd'hui. L'autre jour, j'étais à Vannes, bon, j'étais en Corse même. Ça ne me rapporte rien. Si, ça me rapporte que j'explique aux gens ce qu'est la franc-maçonnerie et que les chrétiens qui parleront aux francs-maçons pourront leur parler utilement aujourd'hui, sans les blâmer aveuglément, en leur disant pourquoi on n'est pas d'accord, et en essayant de leur faire comprendre ce qu'est la foi. Parce que l'Église catholique, ils ne la voient que sous la forme du Père Fouettard, rassurez-vous. Hein, moi j'ai entendu des réflexions purement anticléricales en loge. Hein. Pouvez-vous nous dire les liens avec l'Union européenne et avec les Américains que les francs-maçonneries ont noué, les francs-maçons français ont noué, et les conséquences avec... Non, je n'ai pas d'éléments là-dessus, sur la géopolitique, je suis désolé, j'en ai pas. Ce que je peux dire simplement, oui, c'est que là, il me semble, mais c'est une hypothèse toute personnelle, il me semble que la franc-maçonnerie est d'origine anglo-saxonne, qu'elle a été... alors c'est ce que j'explique dans mon livre, mais aussi dans mes conférences, mais des fois je choisis différentes entrées, parce que moi-même je ne veux pas me lasser de ce que je dis quand même. Et puis bon, il y a des entrées plus intéressantes que d'autres dans certaines circonstances. Voilà, et aujourd'hui j'ai pensé que c'était mieux de l'ouvrir comme ça, cette porte. Il y a une volonté de la franc-maçonnerie de détruire l'Église, c'est clair. La franc-maçonnerie, pour moi, a été créée. Les francs-maçons d'aujourd'hui n'en sont pas responsables. Certains cautionnent, mais tous ne sont pas responsables, ni même conscients. Moi, je suis complètement inconscient de ça. La franc-maçonnerie a été créée pour faire obstacle à l'Église. C'est pas moi qui dis, c'est Vincent Payon, qui est un auteur remarquable. Hein. Moi, il me plaît bien quand il dit ça. En tant que ministre, je ne me prononcerai pas. Hein. Pas le droit, je suis fonctionnaire. Mais en tant qu'auteur, il m'intéresse beaucoup quand il explique que la franc-maçonnerie a été créée et qu'elle a prospéré pour détruire l'Église, qu'on a envoyé l'instituteur pour donner des valeurs laïques,
Très bien, pourquoi pas. Moi, la laïcité, ça me plaît, c'est le Christ qui l'a inventé. Un jour, j'ai dit ça à Information, ça lui a pas plu. Je dis, vous savez, c'est pas Vincent Payon qui a inventé, il a fait une charte, lui, c'est tout. Il n'a pas inventé, c'est le Christ. Rend à César. Est-ce que vous connaissez? Ah oui, mais c'est pas pareil ici, c'est pareil, c'est ça, la vraie laïcité, c'est ça. C'est la séparation du pouvoir. Et c'est ce que ne font pas les francs-maçons, qui en plus sont une religion. C'est ça qui me gêne. Voilà. Comment un groupe minoritaire manipule-t-il la République? Eh bien, parce que je vais vous dire, c'est très simple. Quand je disais tout à l'heure, sous forme de boutade, je n'ai pas rencontré beaucoup de plombiers zingueurs en franc-maçonnerie, eh bien, ils recrutent qui? Ils recrutent des magistrats, ils recrutent des commissaires de police, ils recrutent des hauts fonctionnaires, ils recrutent des hommes politiques. Alors, il y a des renvois d'ascenseur dans tout ça. Et puis, croyez-moi, je me sentais beaucoup plus fort quand autour de moi, un certain nombre de hauts fonctionnaires étaient francs-maçons, qu'on se retrouvait dans des loges, et puis qu'en face de moi, j'avais un supérieur hiérarchique qui n'était pas franc-maçon, ça m'est arrivé, mais ils ont fait front. Bon, la personne avait tort, hein. Donc, pour moi, c'est un combat légitime. Mais si le combat avait été illégitime, ça aurait été pareil. Et c'est vrai que ce sont les idéaux. Alors, la franc-maçonnerie, c'est pas une pieuvre avec... mon épouse, tout à l'heure, m'a dit, elle m'a amusé parce qu'elle me dit, mais est-ce qu'il y a un chef quand même? Non, il n'y a pas un chef. Il y a un être mystérieux, une entité. C'est pas un être humain. Hein, vous voyez à qui je peux faire référence. Qui pousse les gens à faire des choses. Et il y a effectivement des idéaux communs qui agissent un petit peu comme une pieuvre parce que ça se distille. Alors quand ces gens qui ont cet idéal commun, quand des gens par exemple pensent que l'avortement c'est bien, hein, qu'il faut laisser avorter, qu'il faut tuer des enfants, même à peine sous l'état embryonnaire, et que ces gens sont à des postes clés, au lieu de dire aux personnes malheureuses qui avortent, ça n'est pas une solution, et plutôt que de tuer une vie potentielle, une vie déjà créée même, eh bien, il faut faire autre chose. Il faut accepter même peut-être cet être qui arrive. Et quand vous mettez des gens à des postes clés qui soutiennent ces idéaux, ben vous avez la loi sur l'avortement. Voilà. Et vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Regardez toutes les lois qui arrivent. Moi, je ne fais pas de politique quand je dis ça. Hein. Je constate simplement que beaucoup de francs-maçons sont au pouvoir et on a des lois qui, comme par hasard, correspondent aux idéaux maçonniques. Je peux vous garantir que la loi Taubira, elle a fait l'unanimité en franc-maçonnerie. D'ailleurs, Madame Taubira est venue faire la tournée des popotes à Narbonne, à l'époque, lorsque Ségolène Royal était candidate. Donc elle a bien pris soin de faire un tour partout. Moi, j'ai pas été la voir, mais j'ai loupé quelque chose. Je l'ai rencontrée en Guyane, c'est pour ça que j'ai pas été la voir. J'ai vu qui il était. Elle n'était rien à l'époque, elle était petite élue de rien, mais j'ai vu qu'elle avait les dents longues. Pourriez-vous nous dire par quel miracle êtes-vous sorti de la franc-maçonnerie? Ben oui, c'est un miracle. J'ai failli plaisanter sur ce terme, voyez-vous. Eh bien, oui, c'est un miracle. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je crois que, pour préciser mon propos, on se pose la question du mal. Il se trouve que j'ai rencontré le mal. Voilà. Et à l'époque, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi tu m'envoies ça? Déjà, vous vous rendez compte? Quel acte de foi? Alors j'étais loin de tout. Et puis finalement, j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi Dieu? C'est quoi le mal? Et j'ai souffert de ce mal, et je l'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs. Et j'ai souffert à tel point qu'à une époque, j'avais beaucoup et j'ai beaucoup perdu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, sur le plan professionnel, matériel, etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, hein, mais c'est comme ça que je suis revenu à la foi. Donc effectivement, relisez Job, eh ben, c'est un peu mon histoire. Voilà. Donc oui, c'est un miracle. Je crois que le Seigneur Je me suis posé deux questions. La première, c'est effectivement celle dont je viens de vous donner la réponse, et la seconde, c'est pourquoi est-ce que je suis resté pendant 25 ans en franc-maçonnerie? Alors ma femme, qui a une justesse de vue assez aiguë, me dit souvent, parce que je suis très distrait, je suis tête en l'air, j'ai pas le sens pratique. Bon. Je me dis, mais si je savais pas que tu as plein de diplômes, je penserais que tu es complètement bête. Hein. Mais elle a raison en plus, elle a tout à fait raison. Mais je me suis dit, mais alors est-ce que je suis bête pour être resté 25 ans en franc-maçonnerie? J'étais aveugle, je ne voyais pas. Oui, j'étais aveuglé. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la secte. Il y a un phénomène sectaire qui s'est produit sur moi, sérieusement, d'embrigadement plus que sectaire. Et puis, j'ai ouvert les yeux, parce que c'est le Christ qui ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles. Et j'en suis sorti comme ça. Donc oui, c'est un miracle. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je peux dire qui sont les francs-maçons, qu'est la franc-maçonnerie exactement,
Quel est l'intérêt de la symbolique maçonnique? L'intérêt de la symbolique maçonnique, c'est de faire croire aux francs-maçons que la vérité est détenue par la franc-maçonnerie, essentiellement. Voilà. Ça vous fait croire, je vous donne un exemple. Pour l'augmentation de grade d'apprenti à compagnon, on fait ce qu'on appelle des voyages, c'est-à-dire que c'est une grande pièce comme ça, on tourne autour de la pièce, il y a des symboles, je l'explique bien dans le bouquin, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas prendre de détails. Eh bien, pendant que le récipiendaire est en train de marcher, accompagné par le maître de cérémonie, il y a quelqu'un derrière qui tend un ruban rouge. Alors c'est bizarre parce qu'on ne voit rien se passer, on ne comprend pas, il y a un trait par là, un trait par là, et à la fin, comme par magie, et je ne mets pas de guillemets à magie, parce que pour moi la maçonnerie c'est de la pensée magique, eh bien on trouve l'étoile que je vous ai dessinée. Et alors là vous vous retournez, au sol, l'étoile flamboyante, le pentagramme, et vous vous dites franchement, tout ça a un sens caché. Eh bien le symbolisme maçonnique c'est de faire croire qu'il y a une tradition primordiale qui est l'origine de toutes les religions actuelles, de tout ce à quoi on croit. Donc si ça n'a pas tendance à vouloir nous éloigner de notre foi, je ne vois pas quoi. Hein. Donc voilà à quoi ça sert. Effectivement, il y a aussi, ça agit, c'est un rituel, ça agit de manière magique. Un de mes amis de la GLNF, franc-maçon au niveau de 30, prétend qu'être catholique et rien ne le différencie des autres catholiques. Ben alors ça veut dire que le pape et le cardinal Ratzinger à l'époque avaient tort. Plus en avance, plus on s'élève dans le christianisme. Oui, dans la gnose chrétienne, certainement. Mais pas dans la foi catholique, pas dans la liturgie catholique, pas dans l'obéissance à Dieu que nous connaissons, pas dans la crainte du Dieu que nous connaissons. Enfin, ça c'est mon point de vue. Hein. On s'élève dans le christianisme, oui, avec un chemin gnostique, mais c'est pas le chemin du Christ. Il y a une référence au Christ, hein, c'est dommage, j'ai pas eu le temps là, mais j'ai les éléments, si quelqu'un voulait un jour, je peux répondre à travers des emails, éventuellement, si c'est possible, notamment pour les associations. La référence au Christ en franc-maçonnerie est une usurpation. C'est écrit tel que. C'est-à-dire, on écrit, alors je paraphrase, je ne sais pas en tête, mais la référence biblique est un masque que la franc-maçonnerie a porté pour ne pas inquiéter l'Église. Voilà. Donc le Christ des francs-maçons est un sage, est un philosophe, oui. Oui, pardon, c'est parce que c'est moi. D'accord. Le franc-maçon en question n'a pas pu venir. C'est un ami, donc oui. très intègre, etc. Donc, certainement. Par rapport à tout ce que vous avez dit, ils sont effectivement, vous avez dit vous-même qu'ils sont un peu à part. Oui, la GLNF est un peu à part, oui. Et ils défendent les chrétiens d'Irak. Tout à fait. Certains connaissent à fond les évangiles, travaillent les évangiles, et il me dit, lui, il est au 30e niveau, et plus il s'élève, il me dit, plus ils deviennent chrétiens. Mais effectivement, je ne lui donne pas raison. Hein, oui, mais je comprends très bien votre démarche. Alors, je ne sais pas très bien quoi lui dire, moi. Non, voilà, la réponse à lui faire à ce homme-là, premièrement, vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai insisté lourdement. Vous avez bien compris que je suis dans l'antimaçonnisme. Je ne suis pas contre les francs-maçons. Sauf certains excités, vous m'excuserez du terme. Certains intégristes de la franc-maçonnerie, si on peut dire que ce sont des intégristes de la franc-maçonnerie. Bien, oui, ce que je peux dire à cet homme-là, c'est qu'il y a des francs-maçons intègres, il y a des gens qui croient sincèrement trouver la vérité. Je pense qu'ils se trompent. C'est pas moi qui le dis. La Grande Loge nationale de France a fait une démarche dans les années 80 auprès du Vatican. C'était Jean-Paul II à l'époque. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des différences fondamentales. Je pense qu'il se trompe de chemin. Alors s'il est bien dans ce chemin, très bien, mais je crois qu'il se trompe. Je vais être obligé d'arrêter parce que nous devons libérer la salle. Malheureusement, vous voyez que malgré la technique qu'on a essayé d'employer, qui ne visait pas du tout à empêcher la parole, mais au contraire à rester dans ce laps de temps, ne nous permet pas de répondre à tout. En tout cas, merci pour vos questions parce qu'elles ont été très pertinentes.